Et voilà, donc c'est parti. Si tu as quelques mots à dire. Je vais présenter. Voilà, tu vas présenter en rappelant que nous nous revoyons, je dirais à la fin, le 21 avril dans les mêmes lieux pour l'UNEF et la fin de la guerre d'Algérie, enfin l'UNEF, les étudiants à la fin de la guerre d'Algérie, avec Alain Monchablon et moi-même pour introduire en présence de Dominique Vallon, qui était président de l'UNEF en 61-62. Voilà. Eh bien, Julie, à toi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et du coup, merci à Aden d'être présent aujourd'hui pour nous présenter donc, les travaux issus de sa thèse, donc une partie de ta thèse, sur donc un peu, tu vas revenir, c'est ça, sur la question des luttes en fait et de l'action collective autour de l'accueil des étudiants parents à l'université, donc avec 3 exemples de mobilisation, si on peut dire, ou de temps politique où cette question s'est posée de manière assez importante. Donc, du coup, on te laisse la parole pour le temps que tu veux. C'est un peu le fonctionnement du séminaire. Tu as 1 heure, tu prends ton temps, et puis si on a des questions, on n'hésitera pas aussi à te demander des précisions pendant ton exposé. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, ça fonctionne? Ok. Alors, merci beaucoup pour l'invitation à présenter. Je vais juste à présenter. Donc, effectivement, c'est un petit bout de ma thèse. C'est la première partie. C'était une thèse en sociologie qui portait sur les étudiants parents en France. Et je suis arrivée, donc je vais raconter comment j'en suis arrivée à m'intéresser à des archives, en plus de faire des entretiens et de comprendre la situation actuelle. Et je tenais à préciser du coup que je ne suis pas du tout historien et que j'ai pas la prétention de faire de l'histoire vraiment. Par contre, je me suis posé des questions de sociologue dans l'histoire. Et je suis bien sûr tout à fait ouvert à toutes les critiques méthodologiques, compléments, enfin voilà. Alors. Donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'abord de parler de la manière dont je suis arrivée à enquêter sur des moments historiques au sein d'une thèse en sociologie et présenter un petit peu les matériaux parce qu'ils sont en fait ces 2 chapitres de ma thèse, donc c'est assez large pour que vous puissiez un peu comprendre les enjeux. Et enfin, le gros de la présentation portera sur ce que j'appelle ici des mobilisations paradoxales. C'est-à-dire, à la fois, il y a des mobilisations qui donnent des résultats assez impressionnants. Un exemple comme ça, voilà, la création de 500 logements pour les ménages, de 3 crèches et d'une école maternelle au même endroit dans les années 50. Donc, on a l'impression que voilà, c'est des moments où les étudiants parents sont un sujet politique, sont envisagés en tant que tels. D'un autre côté, ça n'a jamais mené vers un vrai problème public. C'est-à-dire que, en fait, leur situation reste peu intelligible politiquement. Et donc, c'est un peu ça que je veux questionner à travers ces matériaux. Alors. Donc, j'en suis arrivée à me poser des questions sur l'histoire, alors que j'ai un master de sociologie, j'avais une petite formation sur l'exploitation des sources écrites, mais pas grand-chose. Et par contre, en fait, très vite, je me suis posé des questions sur les normes dans l'enseignement supérieur. Forcément, quand on étudie une population marginale, peu nombreuse et qui semble un peu exceptionnelle, on en vient, quand on fait de la sociologie, souvent à se poser des questions sur les normes majoritaires parce qu'on les observe de l'extérieur. Et je me suis demandé comment est-ce qu'aujourd'hui, on en était arrivé à un moment où en fait, les étudiants parents représentent peu de personnes. On a des chiffres sur aujourd'hui, c'est environ 5% depuis une décennie. Mais alors que la composition de la population étudiante a énormément changé tout au long du XXe siècle. Donc voilà, vous voyez un peu de quoi je parle, changement, enfin élargissement du recrutement. Maintenant, même les classes populaires se projettent dans les études supérieures.
alors qu'au départ, c'était vraiment une certaine bourgeoisie très précise. Voilà. Et puis, féminisation. Et donc, je me suis demandé comment est-ce qu'on en est venu à cette exclusion de la procréation pendant les études, pour les étudiantes en particulier, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est si évident que ça, que alors qu'on fait des études jusqu'à 22, 23, 24 ans aujourd'hui, il ne faut pas avoir d'enfants à ce moment-là. Et puis, bien sûr, ça s'inscrit aussi dans une histoire du contrôle de la fertilité avec la légalisation, la dépénalisation de la contraception et de l'avortement, qui a formé ce qu'on appelle la norme procréative, c'est-à-dire l'idée qu'à présent, il fallait attendre d'avoir le bon moment pour avoir un enfant. Donc, en fait, il faut choisir le moment idéal. Voilà. Donc, peut-être qu'avant, moi, je suis arrivée sur l'histoire en me disant peut-être qu'avant, c'était finalement assez évident qu'on pouvait avoir des enfants pendant ses études, si on faisait des études de plus de 3-4 ans, et peut-être que ça a évolué. Et en fait, mon seul repère, c'était un vieil article d'histoire qui montrait qui parlait de la sexualité des étudiants au début du XXe siècle, donc les étudiants, bien sûr, des hommes, et qui disait, voilà, en fait, c'était des hommes issus de bonnes familles dont le mariage n'était pas envisagé avant la fin des études. En fait, ils faisaient des études dans une ville et après, ils revenaient dans leur région natale et ils se mariaient avec quelqu'un de bonne famille. Et entre-temps, s'ils avaient une sexualité, c'était avec ce qu'on appelait à l'époque des étudiantes, mais pas du tout des personnes qui étudient, plutôt des femmes de classe populaire, en fait, qui avaient une sexualité, mais qui n'avaient pas de visée conjugale du tout, bien sûr, et pas de filiation, etc. Bon, et puis, il faut dire que les sources sont très difficiles à trouver sur les étudiants par an. Donc, toutes ces questions, j'avais très peu de matière, et notamment statistiques. Je ne pouvais pas savoir s'il y avait eu beaucoup d'étudiants par an un moment, peu un autre moment. Je ne le sais toujours pas. Voilà. Donc, si vous avez des éléments là-dessus, ça m'intéresse. Voilà. Aussi, ce qui m'a conduit à m'intéresser aux actions publiques autour des étudiants par an, c'est un peu la manière dont, au départ, ma thèse, enfin mon mémoire, au départ, était reçu. C'est-à-dire que, en fait, j'avais l'impression, et puis c'est vrai que j'ai eu des remarques qui allaient dans ce sens, que je me permettais de faire un sujet de thèse un peu extravagant sur une population minoritaire, ça c'est sûr, hétérogène, c'est-à-dire, bon, finalement, il y a plein de personnes qui ont des enfants, qui font des études, et puis il n'y a pas vraiment de sens, quoi. C'est des gens en études initiales qui ont prévu ou pas prévu, ou qui reprennent leurs études, voilà. Donc, finalement, est-ce que vraiment ça fait un objet sociologique cohérent ? Et surtout très invisible. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai constaté au début de mon travail, donc travail de mémoire. Alors, quelques exemples, mais il y en a d'autres. Donc, il n'y a pas d'administration qui est chargée de s'occuper des étudiants parents, des étudiantes mères, par exemple, en difficulté. Donc, le Crous, par exemple, va dire, voilà, bah, ça, c'est plutôt la CAF locale qu'il faut contacter. Puis la CAF va dire, bah, non, ça, c'est plutôt le Crous sur les questions de logement. Donc, c'est des personnes qui se retrouvent un peu balancées d'une administration à une autre. Il n'y a pas vraiment de statut. Il n'y a pas de statut étudiant-parent. Donc, pas de congé maternité, par exemple, ce qui est un peu aberrant en France. Et puis maintenant, bon, il y a quand même ce qu'on appelle un régime spécial d'études, un RSE, une espèce de prolongation du régime étudiant salarié. Mais en réalité, moi, mon impression, mais pareil, si vous avez des retours, ça m'intéresse, c'est que là où j'ai étudié la façon dont ça se passe, finalement, c'est peu défini. Alors, il y a une espèce de palette de choses qu'on peut faire. On peut ne pas assister à certains cours, avoir un peu des sessions dérogatoires, mais bah, rien n'est vraiment organisé, quoi. C'est pas, les professeurs sont peu au courant, c'est une charge de travail en plus. Finalement, c'est un peu à l'étudiant, en tout cas à l'université, de s'organiser. Il n'y a aucun chiffre et pas de recensement systématique au sein des établissements. Il y en a qui le demandent, d'autres non. Les administrations, souvent, et les professeurs ne sont pas au courant de la situation de maternité, paternité de leurs étudiants. Et moi-même, en donnant des cours, je m'en suis rendu compte, des étudiantes qui, à la 7e séance, me disent « Ah, désolé, je vais devoir partir plus tôt, j'ai un problème de crèche. » Voilà. Mais sinon, sans problème de crèche, je ne m'en serais jamais rendu compte. Pareil, donc pas vraiment de logement. Enfin, il y a quelques logements, mais ils sont très rares. Très peu de crèches aussi ouvertes aux étudiants spécifiquement ou sur les campus. Et puis, de manière générale, il semblait y avoir très peu de mobilisation, en fait, pas vraiment de discours dessus. Donc, je suis arrivée là-dessus en me disant, bah, voilà, finalement, ce sujet, il est difficile parce que personne n'a de discours dessus. Donc, c'est une population qui n'est pas intelligible socialement, quoi.
Et puis, au fil des années, et puis comme j'étais un peu devenue la personne qui fait une thèse sur les étudiants parents, donc EP, c'est étudiants parents, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres dans le PowerPoint, je vous préviens. Progressivement, j'ai des traces d'étudiants parents au cours de l'histoire à travers des actions publiques qui me sont transmises par des personnes qui tombent dessus. Et donc, il y en a 3 qui me sont arrivées, il y en a peut-être d'autres qui se sont passées. L'une se passe pendant les années 50, c'est la résidence Jean Zay à Antony. C'est une énorme résidence en fait, qui est construite en raison des problèmes de logement. Et c'est là où on a 500 logements ménages, 3 crèches et une école maternelle. Même au départ, il y en avait même plus qui étaient prévus, peut-être 2 écoles et 4 crèches. Voilà. Je m'en suis rendu compte parce que quelqu'un avait fait un entretien avec une personne qui avait été dans le logement. Enfin, c'est vraiment du hasard. Les crèches universitaires, c'est la deuxième source. Donc là, c'est plutôt, je ne sais pas si vous voyez un peu la crèche de la Sorbonne, c'est un peu un mythe. Il y a eu un mouvement social de crèches universitaires suite à ça dans les années 1968 et une espèce de création de beaucoup de crèches sur des campus qui étaient à la base à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les personnes du quartier. Voilà. Et puis la dernière mobilisation, c'est aussi quelque chose qu'on m'a transmis, c'est-à-dire « Ah tiens, il se passe ça dans mon université, peut-être ça peut t'intéresser ». Et je suis arrivée dessus un peu après. Donc, c'était dans les années 2010. C'était une mobilisation un syndicat local, l'UNEF, dans une université, qui cherchait à obtenir un congé maternité pour les étudiantes. Donc finalement, ce sujet qui paraissait minoritaire, hétérogène, pas très cohérent, sur lequel personne n'avait vraiment de discours, là, d'un coup, j'avais l'opportunité de voir un discours politique dessus et je me suis demandé mais comment est-ce que ça a été politisé, de qui est-ce qu'on parle, qui est-ce qui prend ces initiatives et comment est-ce que cette situation d'avoir des enfants pendant les études est interprétée. Voilà. Donc, ce qui est au centre de cette communication, c'est la question du problème public des étudiants parents, c'est-à-dire en quoi est-ce que c'est un problème public. Donc, en fait, je vais mesurer en quoi c'est surtout pas un problème public, c'est pas devenu un problème public. Les problèmes publics, c'est un terme utilisé pour parler de la manière dont une condition, donc ici le fait d'être étudiant et parent, fait l'objet d'une problématisation, c'est-à-dire que ça appelle à l'intervention de la force publique. Voilà. Et on va voir que malgré le fait qu'il y ait des actions publiques, c'est-à-dire il y a des mobilisations, il y a des choses qui sont mises en place, ça ne devient jamais un problème public. Donc, c'était juste pour vous donner à voir un peu les sources côté méthodologique. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais en gros, donc, comment est-ce que je me suis organisée? C'était un moment où j'étais à la fin de mon terrain, donc je n'avais pas non plus énormément de temps. Donc voilà, pragmatiquement, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Le premier terrain porte sur la résidence universitaire d'Antony, RUA. Il y avait en fait un mémoire qui est très bien fait, que je vous conseille, de Gwenaëlle Bordet-Keraro, qui est aux archives départementales d'Antony, mais aussi disponible en ligne, et qui est vraiment assez complet sur la manière dont la résidence a été mise en place et son évolution jusqu'à 2003. Donc moi, je suis allée voir les archives départementales pour voir, il y a un dossier de presse notamment qui a été tenu pour la suite. Et également, il y avait un dossier pas exploité par Gwenaëlle Bordet-Keraro sur l'école maternelle, la manière dont ça faisait l'objet de conflits. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais voilà. Le deuxième terrain, c'est sur les crèches universitaires sauvages des années 68. Et je signale là-dessus qu'en fait, il y a une thèse qui porte en partie là-dessus, une thèse d'histoire par Elsa Neuville, qui est préparée à Lyon et qui sera beaucoup plus fouillée et avec beaucoup plus de triangulation des sources que moi. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, je vous incite à aller voir son travail. J'espère qu'elle soutiendra bientôt, je lui souhaite. Mes sources là-dessus, ça a été des tracts en fait, accessibles en ligne. Il y a pas mal d'archives liées à des tracts, en fait, mais aussi un peu des articles de presse, pas beaucoup. Et puis également, ce que j'ai beaucoup fouillé, c'était des archives d'une crèche universitaire qui existe encore, donc fondée dans les années 72, je crois, à Lyon, qui s'appelle maintenant Equal. À l'époque, c'était le centre d'activité pour enfants de Lyon 7e arrondissement et qui était donc rattaché à Lyon 2. Voilà, et puis mon troisième terrain, donc là, c'est un terrain que j'ai fait intégralement. Donc, c'est une mobilisation sur un campus dans une ville que j'appelais Fortville pour anonymiser un peu. Donc, c'est un campus d'une ville moyenne avec, ici, c'était le campus de sciences sociales.
et une mobilisation du syndicat de l'UNEF local pour l'adoption d'un congé maternité des étudiantes. Et j'ai mené en fait 7 entretiens avec des personnes en lien avec le conflit, donc les personnes un peu le plus au centre. Des personnes, je tiens à le signaler, des deux bords en fait, du conflit, c'est-à-dire je ne suis pas juste allée voir les personnes qui ont défendu le congé maternité, mais également les personnes qui étaient absolument contre. Et puis j'ai aussi consulté des archives type mail, documents produits, etc. Ok, donc les paradoxes qui sont au centre de cette présentation qui vont mener vers ma problématique. Donc c'est comment est-ce qu'on peut avoir à la fois des mobilisations impressionnantes dont on a perdu les traces et en même temps qui ne sont pas du tout maintenues. Comment est-ce qu'on passe de logement pour les étudiants par an à rien du tout, en gros. Et puis, comment est-ce que ces actions qui supposent donc qu'il y a eu une politisation, qu'il y a eu quelque part une pensée politique derrière la situation des étudiants par an, n'ait jamais produit un discours durable sur les étudiants par an. Voilà, donc ma problématique, c'est tout simplement ça. Comment expliquer l'absence de problèmes publics autour des étudiants par an, alors même que ceux-ci ont fait l'objet d'actions publiques répétées et d'ampleur depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà. C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans la suite de la présentation. Donc, ce que j'espère vous montrer dans cette présentation, c'est la manière dont, malgré les transformations de la population étudiante au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a une pérennité d'une norme de jeunesse, c'est-à-dire la pérennité de l'idée qu'on se fait d'un étudiant en tant que jeune. Voilà. Donc, désolée, je n'ai pas totalement modifié mon PowerPoint, j'aurais dû le relire. Donc, l'inscription, en fait, ça s'inscrit dans une histoire des études supérieures qui semble prolonger les études pour tout le monde. En même temps, il y a le fait que ça les prolonge en calquant le modèle de certaines études. C'est un peu l'idée qu'on a. Alors, je ne peux pas totalement le démontrer, mais c'est un peu la piste, mon hypothèse, celle que j'aimerais bien soumettre. Et j'aimerais beaucoup que d'autres personnes s'en emparent, c'est-à-dire, malgré le fait que ça soit ouvert, les études, et notamment dans les grandes écoles à l'université, soit des études qui se font toujours sur le modèle de ce qu'on attendait d'hommes en fait, issus de la bourgeoisie, qui n'ont pas de responsabilité extérieure, etc. Et là, je ne parle pas des BTS qui sont un peu spécifiques. Vous pouvez aller voir le travail de Sophie Orange là-dessus. Et puis, ce que je voudrais montrer aussi, c'est qu'en fait, ces mobilisations et ces actions publiques, qui sont assez impressionnantes, elles sont très vite remises en question. Et qu'en fait, ce n'est pas juste une population invisible, ce n'est pas juste qu'on perdrait leurs traces, c'est aussi qu'il y a un vrai travail d'invisibilisation de leur situation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail actif pour ne pas produire, ne pas comprendre leur situation, ne pas donner sens. Donc, comment expliquer qu'il y a eu des mobilisations? D'un côté, c'est parce qu'il y a eu un constat de besoin sur le terrain, donc ça nécessite qu'il y ait eu des personnes qui soient au contact et qui recensent les besoins des étudiants par an. Ça, c'est un premier point qu'on va retrouver dans les 3 mobilisations. Et puis, de l'autre côté, le fait que ça ne soit pas maintenu comme problème public s'explique par notamment un discours de la part des autorités qui rationalisent la présence d'étudiants par an comme des choses assez exceptionnelles, finalement, et qui devraient disparaître ou qui n'ont pas de sens dans l'absolu. Voilà, donc, en fait, finalement, être étudiant et parent, c'est un peu incompréhensible, et ça ne devrait pas être compréhensible. Donc, en fait, cette problématisation, elle s'inscrit dans une réflexion sur ce que j'ai appelé la norme de jeunesse, c'est dans le titre de ma thèse. Et donc, la norme de jeunesse, c'est la norme attendue par les institutions. Donc, les institutions se calent dessus, notamment pour organiser des choses très pragmatiques comme les emplois du temps, les droits, la place des étudiants dans les institutions, c'est-à-dire est-ce que ces personnes sont là pour uniquement recevoir un savoir ou pour le co-construire. Et donc, tout ce qu'on attend de cette personne, c'est d'être jeune, de rester jeune, c'est-à-dire de ne pas avoir de responsabilité extérieure et d'être pris en charge, c'est-à-dire de rester dans une posture de dépendance. Autrement dit, c'est comme si les études supérieures étaient une prolongation des études secondaires
Et puis, des études secondaires de certaines personnes en particulier, c'est-à-dire que, bien sûr, les personnes qui vont correspondre à cette norme de jeunesse, les personnes qui ne vont pas avoir de responsabilité extérieure, ne vont pas être n'importe qui, vont être plus souvent des hommes et des personnes issues de classes supérieures. Voilà. Bon. Bien sûr, ça prolonge des travaux existants qui montrent déjà qu'il y a une linéarité attendue dans les études. Donc, linéarité, ça veut dire qu'il n'y a pas de redoublement, il n'y a pas d'année avant le début des études supérieures. Et puis, il n'y a pas non plus d'arrêt puis de reprise. Vraiment, ce qui est voulu dans les études supérieures en France, c'est quelque chose qui se fait d'un bloc, sans réorientation, sans rien. Et puis, la faible prise en compte des étudiants non traditionnels de manière générale en France, a été démontrée notamment par Nicolas Charles. Et ça s'inscrit dans pas mal de travaux qui parlent de la façon dont les études supérieures prolongent la jeunesse ou fabriquent une jeunesse. Donc, notamment les travaux d'Olivier Galland, bien sûr, et puis la manière dont, en France, les études supérieures sont importantes pour se placer, trouver sa place professionnelle. Également, la manière dont les politiques publiques s'adressent aux jeunes jusqu'à 26 ans en tant qu'enfants de leurs parents, et non en tant que personnes indépendantes, ce qu'on appelle la familialisation des politiques publiques. Voilà. Donc, en gros, de toute façon, il y a un prolongement de la jeunesse qui est entretenu par d'autres éléments. Voilà, je vous propose de passer à un premier terrain. Donc, c'est la résidence universitaire d'Antony, RUA, ou Jean Z, tout ça, c'est la même chose, qui a été construite dans les années 50, dans un contexte de crise du logement, bien sûr, lié à la Seconde Guerre mondiale, qui touche tout le monde, mais en particulier les étudiants. Et on va avoir la construction d'une cité universitaire avec, je crois, 3000 logements, donc 3000 logements, dont 500 logements spéciaux pour les ménages, donc pas forcément avec enfants, mais on prévoit aussi 3 crèches, une école maternelle, même plus au début. Alors, c'est un petit plan d'architecte, donc c'est pas exactement... le bâtiment ressemblait effectivement à ça, mais les crèches, là, il y en avait 4 qui étaient prévues. En fait, il y en a 3 qui ont été mises en place, puis on voit aussi les maternelles. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plutôt vers la droite. Et puis, il y a des bâtiments, donc bâtiments célibataires garçons, célibataires filles. Bien sûr, on est encore dans un truc de non-mixité, et d'où l'importance aussi des bâtiments pour les ménages. Et donc, le bâtiment ménage, c'est notamment le bâtiment G, qui est tout un ensemble de bâtiments spéciaux pour les ménages. Donc, en fait, tout ça, c'est vers la droite du plan. Il y a une concentration de services pour ces personnes-là. Il faut savoir qu'à l'époque, donc Antony, qui est une ville sur le RER B, donc directement desservie vers le quartier latin, etc., était une toute petite ville. Bien sûr, ça a beaucoup grossi. Et puis, il y a eu une remise en question progressive de cette espèce d'excroissance au fur et à mesure de l'étendue de la ville. Alors, donc, j'essaye d'expliquer un peu rapidement pourquoi est-ce que ça a été mis en place, ces logements ménages. Ce dont Gwenaëlle Bordet-Keraro montre très bien en fait, dans son mémoire, c'est que finalement, les personnes qui ont beaucoup agi pour prendre en compte les besoins des étudiants et des étudiants parents, c'est des étudiants élus qui étaient dans le COPAR, Comité parisien des œuvres universitaires, qui va devenir en fait le Crous, et qui relève effectivement les besoins sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, très important pour comprendre qu'il y ait des logements pour les ménages. C'est qu'en fait, ils relèvent que ces étudiants qui habitent vraiment dans des conditions très difficiles, il y en a beaucoup qui sont déjà en ménage et qui auraient besoin d'être logés en ménage, en fait. D'autant plus qu'il y a une forme de... il y a une obligation de la non-mixité à l'époque, bien sûr, un contrôle sur la sexualité des étudiants. Donc voilà, si on veut une vie de couple en étant étudiant, il faut pouvoir avoir des logements ménages. Et puis, en fait, il y a plusieurs sources en fait, qui montrent que finalement, c'est le comité parisien, le COPAR, qui va pousser pour qu'il y ait des logements ménages. Au début, ils n'étaient pas du tout prévus. Ensuite, il va y en avoir 100. Et puis, enfin, 500. Et ça, ce qui va permettre ça, c'est vraiment le recensement des besoins. Donc, c'est faire la démonstration qu'il y a des besoins, mais c'est aussi concrètement aller voir qui sont les étudiants et quels sont leurs besoins. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Je ne sais pas du tout combien ils étaient, mais visiblement suffisamment nombreux. Ça ne veut pas dire que cette situation-là, le fait qu'il y ait autant d'étudiants en ménage, dont des étudiants avec des enfants, ça soit une situation
qui soit normal, qui soit vu comme normal par les gouvernements. En fait, donc ça, il y a eu une conférence, l'Alliance internationale des anciens de la cité universitaire, pardon, ça c'est l'archive, non, une conférence qui réunissait des décisionnaires sur les questions de logement étudiant dans les années 50. Et en fait, donc le fait de faire des logements ménages, c'était vu un peu comme quelque chose de très novateur, c'était vraiment porté comme un vrai projet par la France. En même temps, l'explication qui était donnée, c'était concrètement, on en a besoin parce que les personnes ont pris du retard sur leurs études à cause de la guerre. Donc, en fait, les jeunes sont allés au front, ils sont plus âgés maintenant et donc ils ont des enfants. C'est un peu paradoxal en fait de penser qu'ils ont construit 500 logements en dur à une époque où il n'y avait pas beaucoup de logements pour des ménages, des crèches. Ils ont même mis en place une école maternelle tout en se disant c'est quelque chose qui est conjoncturel. Voilà. Je n'ai pas de réponse à cette contradiction, mais elle est là. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y avait vraiment un aspect projet pilote à cette résidence. Elle était vue comme un projet qui allait ensuite être amené à être démultiplié, comme quelque chose d'exemplaire, d'ampleur. On est dans vraiment l'industrialisation de la construction des bâtiments à l'époque. Ça va résoudre les problèmes de logement. Voilà, vraiment quelque chose de fort pour le gouvernement. Et ça a bénéficié aux étudiants parents. Alors, voilà, je ne l'avais pas mis. Ça a bénéficié aux étudiants par an parce que, du coup, le projet est tellement grand, comme il y a 3000 logements, on peut porter jusqu'à 500 les logements ménages. Et en plus de ça, à partir du moment où on fait 500 logements ménages, on est obligé de penser, de prendre en compte les étudiants qui ont des enfants et donc de faire des crèches. Et donc, finalement, l'ampleur du projet explique aussi qu'il y ait eu les crèches, l'école maternelle. Mais très vite, en quelques décennies, la résidence devient une espèce de contre-modèle de projet pilote. Ça, c'est tout le travail de Gwenaëlle Bordek-Herraro. Hein. Elle montre que le projet pilote, qui était vraiment vu comme quelque chose d'exemplaire, qui allait un peu quelque chose qui montrait une nouvelle France, etc., ça devient très vite quelque chose, un contre-modèle, quelque chose à surtout pas reproduire, et notamment du fait qu'il y ait une concentration d'étudiants communistes qui ont un pouvoir très important dans cette résidence. Il y a même des mythes, elle rapporte des mythes du type, voilà, il y aurait des personnes qui seraient menacées d'expulsion parce qu'elles ne voteraient pas pour... donc il y avait un président étudiant dans la résidence, donc voilà, il y avait, je sais pas, 90% de personnes qui votaient pour des représentants communistes à la tête de la résidence. Et clairement, avec les années notamment 68 et même avant, en fait, il y a pas mal de mobilisations qui font peur au gouvernement. Et ça, conjugué au fait que la municipalité, elle, de droite, s'étend et aimerait bien profiter de cet endroit pour pouvoir construire de nouveaux logements, etc. Et puis voit assez mal cette concentration d'étudiants. Donc, ces deux éléments font que la résidence en tant que telle, elle est progressivement déjà abandonnée, c'est-à-dire on ne finance plus son entretien. Donc, comme toute chose qui n'est plus financée, ça se délite. Et puis progressivement, en fait, ce n'est plus possible de la rénover. En fait, ça devient vraiment quelque chose de malheureusement quoi. C'est même plus, coûterait beaucoup trop cher de la rénover au fil des années. Et les logements ménages, alors ça, c'est pas très clair, mais dans les coupures de journaux que j'ai vues, ils sont progressivement plus appelés comme tels. Et ils sont progressivement juste vus comme des logements plus grands. Il faut dire aussi que les chambres étudiantes qui étaient construites à l'époque et qui étaient un peu exemplaires étaient vraiment toutes petites, hein, et c'était une salle de bain pour 4 personnes ou quelque chose comme ça, même 8 personnes. Bref, en fait, c'était pas si luxueux que ça au fil des années. Donc là-dedans, en fait, il y a une espèce de perte de sens. Les crèches aussi vont progressivement fermer. L'école maternelle va progressivement fermer. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y ait moins d'étudiants par an aussi, ou si c'est aussi juste que la résidence est progressivement abandonnée. Donc, pour conclure sur ce premier terrain, la première chose importante pour moi, c'était de voir que ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu un recensement des besoins réels des étudiants en Île-de-France par le COPAR.
et la prise en compte de besoins donc, d'étudiants par an, qui est d'ailleurs fait l'objet de nombreuses discussions et qui n'était pas particulièrement intelligible par le gouvernement, à part pour dire que c'était exceptionnel. Et puis, l'autre explication, c'est que voilà, en fait, l'ampleur du projet explique qu'il y ait eu autant de logements et de crèches, etc. Mais finalement, peut-être que ça n'avait paradoxalement, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une grande rhétorique sur les étudiants par an à cette époque-là pour avoir des effets. Donc moi, j'étais partie sur ce terrain en me disant, on devait être dans des années natalistes, le gouvernement devait favoriser la natalité pour reconstruire la France et donc du coup, plein de logements pour les ménages, plein de crèches, etc. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas du tout l'explication. Les étudiants, c'est des jeunes. Exceptionnellement, ça peut ne pas être des jeunes, mais c'est bien du fait qu'on leur a demandé de se battre dans la guerre. Et puis, finalement, progressivement, on oublie carrément cette histoire et puis on ne construit pas plus de logements, on ne cherche pas à en construire ailleurs. Les nouveaux logements étudiants ne prennent pas en compte ce problème. Un deuxième terrain que j'ai fait, c'était sur les crèches sauvages universitaires des années 68-70. En gros, ça s'est passé pendant les années 70, mais bien sûr, c'est les années 68 en termes de sens politique. Ça s'inscrit vraiment dans la prolongation de mai 68. Donc, ils appelaient ça à l'époque des centres d'activité pour enfants, CAE, c'est l'appellation qu'on voit partout. Et donc, c'est CAE, par exemple, L7, Lyon 7, CAE de Caen, etc. Il y a une profusion en fait, de centres d'activité pour enfants au début des années 70, même à partir de 69, aux Beaux-Arts, à Paris, il y en a pas mal, et puis également ailleurs qu'à Paris. Et j'ai essayé de comprendre à quoi c'était dû. Et en fait, finalement, ici aussi, à la fois, donc, la mobilisation, elle s'explique par le fait qu'il y ait des personnes qui soient proches d'étudiants parents ou des étudiants parents qui s'engagent. À la fois, il y a aussi plein d'autres enjeux qui se collent à ça, et notamment tout un projet éducatif qui a lieu dans ces centres d'activité pour enfants, un projet de changer la façon dont on s'occupe des enfants. Il y a aussi l'enjeu de s'inscrire dans l'héritage légitime de la mobilisation de 68, c'est-à-dire de revendiquer de mai 68, d'une partie de mai 68, pour, en tant que groupe politique, se sentir légitime. Et puis, en fait, dans les faits, l'obtention des crèches, elle a demandé à la fois des actions, des mobilisations vraiment très fortes et assez osées, on verra ça, et également leur maintien est en fait très rapidement remis en question. Et en fait, il y en a très peu qui se maintiennent aujourd'hui et au prix de beaucoup de transformations. Le point de départ de tout ça, c'est la crèche de la Sorbonne. Donc, qu'est-ce qui se passe à la Sorbonne en mai 68? Il y a des militants étudiants ou non, qui ont des enfants. Et puis, les enfants, en fait, ils se retrouvent dans une salle. Voilà, une salle peut-être avec des adultes, peut-être pas. C'est pas très clair. Le témoignage de Françoise Lenoble-Brédine a l'air de dire que, quand elle est arrivée et qu'elle allait voir la crèche, il n'y avait aucun responsable, aucun adulte. Voilà. Donc, Françoise Lenoble-Brédine, c'est un peu un personnage, dans ce qu'on voit, en tout cas, les traces qu'elle a laissées. Qui, elle est institutrice et puis elle a subi l'hygiénisme de l'époque et puis le contrôle aussi sur le corps des femmes très durement. Elle a un enfant, elle a eu un enfant assez jeune et elle a constaté la façon dont les enfants étaient traités dans les crèches. Donc, à l'époque, vraiment la façon dont on pensait les crèches, c'était sous l'hygiénisme. Et donc, la préoccupation, c'était de ne surtout pas transmettre des maladies, mais donc, c'était quand même très, très violent. Il faut s'imaginer, donc les parents arrivaient avec l'enfant, ils déshabillaient intégralement l'enfant, ils le passaient à travers une porte qui était à moitié fermée en bas, ouverte en haut, à quelqu'un qui les récupérait, les lavait, les rhabillait, les mettait dans un endroit stérile, seul, où ils n'allaient pas toucher d'autres enfants. Enfin, donc, c'était quelque chose de très bien sur le plan hygiénique, mais sur le plan de la prise en compte des besoins psychologiques des enfants, bien sûr, il va y avoir toute une remise en question de ça. Et Françoise Lenoble-Brédine, elle représente un peu la figure d'une personne qui a beaucoup porté ces considérations. Et en fait, elle n'était pas du tout engagée dans le mouvement de mai 68, mais on lui dit, voilà, il y a une crèche, il y a des choses qui se passent, tu devrais aller voir. Elle va voir, elle constate qu'il n'y a personne, elle prend en charge la crèche, elle la porte parce qu'elle a un projet pédagogique derrière.
qui est de changer le regard sur les enfants et leur prise en charge et de mettre en place voilà, quelque chose qui prend en compte leurs besoins et qui aussi inverse un peu tout un truc sur les pédagogies nouvelles ensuite. Il y a même Françoise Dolto qui va visiter sa crèche, qui va approuver, etc. Donc vraiment, en fait, quelque chose qui va beaucoup expliquer la popularité de cette crèche et des autres, ça va être la façon dont on peut les utiliser comme un endroit d'expérimentation. À la suite de mai 68, il y a des crèches qui sont foisonnantes en région parisienne, dans les universités, aux Beaux-Arts également ailleurs. Donc, j'ai l'impression que ça arrive un petit peu après, mais pas si longtemps après, à Lyon, à Caen, pour ce que j'ai vu, mais peut-être ailleurs. Et en fait, la façon dont ce qui va vraiment être très, très, très efficace pour pouvoir avoir des crèches, c'est qu'ils vont prendre leurs enfants, les mettre dans une salle de classe, dire c'est une crèche, et faire une occupation avec les enfants. Et là, bien sûr, les directeurs des établissements étaient totalement responsables de la situation. Et il y a beaucoup d'échanges de courriers ou d'échanges dans la presse qui disent, voilà, c'est totalement intolérable. Voilà. Aux Beaux-Arts, bien sûr, comme c'est un grand établissement, il y a même le ministre des Arts, je crois, de la Culture, qui vient et qui dit, non, mais c'était pas la peine, vous inquiétez pas, on va vous donner quelque chose. Oh là là, tout de suite, vous faites des choses un petit peu, un petit peu extrêmes. Mais non, non. Là, à Caen, par contre, ils ont mis 2 ans avant d'avoir vraiment une existence et puis 10 ans pour sortir des préfabriqués. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un peu, voilà, on veut une crèche, il y a une crèche, maintenant, vous faites ce qu'il faut faire. J'exagère parce que bien sûr, derrière, il y avait aussi tout un plan, c'est-à-dire c'est des personnes qui avaient pensé qui est-ce qu'il faut embaucher, combien ça coûte, etc. Donc, ces crèches, elles ne s'adressaient pas seulement aux étudiants parents, mais également aux personnes qui étaient dans les quartiers environnants. Il n'y avait pas forcément quelque chose de l'ordre du « les étudiants parents ont des problèmes, donc il faut des enfants ». C'était plus de l'ordre du il faut repenser alors à la fois la façon dont on s'occupe des enfants et également c'est un lieu d'expérimentation pour l'égalité femmes-hommes. C'est des femmes beaucoup qui portent ce mouvement et il y a toute une réflexion autour du fait que les parents devraient pouvoir venir participer, garder les enfants. Il ne devrait pas y avoir de coupure en fait entre les activités quotidiennes et le fait d'avoir des enfants. Que les pères, les hommes devraient encadrer autant les enfants que les femmes, avec une espèce d'idée de modèle pour l'avenir, c'est-à-dire on va leur expliquer qu'en fait les rôles de sexe ne devraient pas être tels quels. Et c'est tout ce projet-là, en fait, qu'il y a avec, en plus du fait d'offrir concrètement des places de crèche. Mais malgré ça, bien sûr, en fait, un peu comme, c'est un peu toujours la même logique, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation très forte, un contexte qui permet ces mobilisations, ici c'est le contexte politique des années 68, et d'un autre côté, on a une réaction qui est plutôt en défaveur de la prise en compte de ces besoins. Donc, en fait, dans les établissements d'enseignement supérieur, donc les universités et l'école des beaux-arts, il y a une forte opposition de la part des hommes, des directeurs des établissements. Il y avait un tract que je n'ai pas retrouvé pour la présentation, mais qui disait, voilà, le directeur aurait dit aux étudiants, mais vous ne connaissez pas le préservatif. Enfin, voilà. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout évident non plus d'avoir des enfants en tant qu'étudiants à cette époque-là, avant même la légalisation de l'avortement, la dépénalisation de l'avortement, pardon, et la légalisation de la contraception. Ou à peu près à ce moment-là. 67. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit beaucoup dans les tracts, c'est que c'est des collectifs qui sont déjà dans une prose très marxienne, avec toujours bourgeoisie, rapport de pouvoir, etc., et qui sont très combatifs, toujours très combatifs. Et donc, voilà, par exemple, il y a des déclarations de la direction du centre universitaire qui, à Censier, qui veut bien avoir un centre d'activité pour enfants, enfin, après une occupation. Et le tract dit « Chacun était bien conscient que la tenue de ses promesses ne serait fonction que du niveau des luttes ». Donc, voilà, même s'ils respectent les promesses, on sait bien à quoi s'attendre. C'est un exemple de tract, mais on ne va pas rester dessus. Mais c'était pour vous montrer un peu la prose, la manière dont il parle, ce côté un peu, voilà, j'utilise à la fois un vocabulaire familier, en même temps des tournures de phrases assez, très organisées.
et puis des expressions très fortes, par exemple, organiser le travail noir des étudiants quand la direction propose que ça soit du babysitting, la crèche, etc. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Alors, ici, je reviens un peu sur Jean Zay, mais parce que en fait, les archives, elles se recoupent sur cette période c'est une période pivot en termes de rapport à la procréation, à la sexualité des étudiants, etc. Et par exemple, à Jean Zay, il y avait la revendication d'une libre contraception, de la construction d'un centre de planification familiale au sein du campus. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, on découvre que le ministère de l'Éducation nationale est également très préoccupé par la contraception, enfin en tout cas par le fait que les étudiantes n'aient pas d'enfants, c'est-à-dire féminisation, début de féminisation dans les années 60. Et effectivement, il faudrait éviter que les étudiantes aient des enfants, mais la solution prônée par le ministère, vous le savez sûrement, hein, c'est un peu ça aussi, mai 68, c'est voilà, finalement, les étudiantes, elles devraient absolument être abstinentes. Et il faudrait pouvoir garantir ça, et notamment, du coup, garantir la non-mixité des logements de la résidence. Voilà. Et ce que je trouve intéressant dans ce moment-là, qui va ensuite amener en fait, la contraception systématique des étudiantes et le fait que ça soit vu comme finalement naturel, c'est que certaines personnes ont conceptualisé la façon dont ils étaient traités face au gouvernement comme des enfants. Donc, voilà, donc face au ministère qui refuse un centre de planification familiale, l'association des étudiants de la résidence universitaire d'Antony écrit « La cité d'Antony vivait sur un accommodement tacite qui entravait notre tâche », c'est-à-dire jusque-là, les déclarations du ministère n'étaient pas suffisamment claires pour qu'on puisse vraiment les combattre. Parce que les résidents avaient tendance à s'en satisfaire et ne pas exiger leur droit à être adultes. Je trouve ça intéressant la manière dont ici, même les mobilisations ont lié le droit à avoir une sexualité et la façon dont ils étaient traités comme des enfants. C'était juste une parenthèse. Comme pour Jean Zay, on constate assez vite que les crèches, en particulier ici, c'est la crèche de Lyon, mais à Caen aussi, ça s'est passé comme ça. Il y a une baisse du budget en fait, de la part de l'université assez rapidement. Donc, en fait, bien sûr, ça s'inscrit dans un contexte politique plus large à partir du tournant de la rigueur et à partir du moment où, en fait, le ministère commence à donner des subventions qui ne sont pas suffisantes pour les universités. Les universités se retrouvent dans une position où elles doivent faire des économies et le premier budget, en fait, qui est remis en question quasiment à Lyon 2, c'est la crèche, qui semble être un petit peu extérieur aux préoccupations principales, à la mission principale de l'établissement. Et à partir de là, même avant, il y avait comme un peu une remise en question, mais à partir de là, vraiment, il y a des luttes constantes pour essayer de maintenir cette crèche qui vont durer des années et des années, et c'est quasiment tous les ans où il y a une remise en question. En fait, à chaque fois qu'il faut revoter le budget, c'est compliqué. Et en fait, ça va finir par se résoudre par un montage financier très différent qui engage très peu l'université, mais qui engage la ville de Bron, qui engage le centre équestre qui est présent à Bron, qui va prêter un bâtiment contre service à certains moments. Enfin, vraiment, c'est ça que j'ai vu à Lyon et à Caen, c'est que finalement, ces crèches ne subsistent souvent qu'à la condition de trouver des financements par-ci, par-là. Donc, par exemple, à Caen, ça va plutôt être, voilà, le CNRS nous finance 2 lits, tel laboratoire 2 lits, et au final, on en arrive à 30 lits, mais bon, c'est vraiment des montages budgétaires très compliqués, alors qu'au départ, il y avait une participation des parents, une participation de l'université, et c'est tout. Et puis, je ne sais pas exactement à quel moment ça se fait, mais très vite, on perd de vue les autres crèches qui n'existent plus à l'heure actuelle. Donc, on sent bien que c'est compliqué de les maintenir. J'ai mis quelques archives pour que vous voyez un petit peu. Donc ça, c'est les archives d'École, la fameuse crèche de Lyon, pardon, qui était intéressante parce qu'elle montrait donc entre 77 et 80 déjà la manière dont elle grossit déjà en termes d'effectifs. Elle a un budget de plus en plus élevé, ce qui suppose, je pense, de plus en plus à la fois une inflation, en même temps peut-être plus en plus d'enfants, et qui montre qu'en fait, les parents participent de plus en plus. L'université participe de plus en plus, mais
relativement, en fait, elle passe de 75% des subventions à 63%. Et ça, c'est juste avant le premier, c'est pile au moment, en fait, il commence à avoir un problème de financement. Et puis, donc, il y avait la CAF aussi, la CAF de l'agglomération lyonnaise qui donnait des sous. Ils augmentent aussi, mais ils commencent à avoir des problèmes de sous. Et, je pensais avoir mis la date. Pardon. Je ne me souviens plus si c'est les années 90, je crois. C'est un exemple, en fait, de mobilisation. Typiquement, donc ça va être des mobilisations, par exemple, manifestations avec des poussettes, goûter au sein de la fac avec les enfants qui sont là, etc., pour mettre en valeur le fait que la crèche est en danger. Voilà, 92, excusez-moi. Donc, ça, c'était les années 80, 92. Ça aussi, c'est les années 92, il me semble. Donc, une espèce de visibilisation, de l'existence de la crèche, qui n'était pas forcément évidente, et puis également de sa mise en danger. Je sais que les syndicats ont un peu participé, mais pas énormément. Ils filaient un coup de main, mais ils n'étaient pas forcément très liés à ces mobilisations. Donc, tout ça pour dire qu'ici aussi, on a des points communs en fait, avec Anthony. C'est-à-dire que les projets de crèche, ils ont abouti grâce à des mobilisations fortes, parfois longues selon les endroits, et régulièrement remises en question depuis les années 80. Pendant les années 68, j'ai aussi vu, alors on pourra en revenir dessus dans les questions si vous voulez, parce que le PowerPoint ne le montrait pas forcément très bien, mais en fait, il y a ce moment où on remet en question l'infantilisation des étudiants, c'est-à-dire le fait qu'ils n'aient pas le droit à une sexualité, qu'on prône l'abstinence, et en même temps, il y a aussi une remise en question dans ces centres d'activité pour enfants au sein des universités de la manière dont on traite les enfants, c'est-à-dire une prise en compte de leurs besoins, repenser leur place, repenser aussi le fait que ce n'est pas juste qu'on les élève, mais également qu'ils nous apportent des choses. Voilà. Et donc, on a l'impression qu'il pourrait y avoir une espèce de remise en question de la façon dont les études se font. Mais finalement, j'ai plutôt l'impression que c'est une recomposition de la norme de jeunesse, c'est-à-dire elle s'adapte. Et ce qui va se passer finalement, c'est que même s'il devient acceptable d'avoir une sexualité et une conjugalité, celles-ci ne doivent pas être procréatives. Et donc, malgré les évolutions de la population étudiante, la féminisation, etc., il y a quelque chose qui se passe où, au lieu de passer à les étudiants pourraient être adultes, en fait, il y a ce moment où se crée un nouvel âge de la vie, hein, donc la jeunesse, donc les études deviennent un bout de la jeunesse. Cette troisième mobilisation dont j'avais envie de vous parler, c'est une mobilisation donc, qui a lieu dans les années 2010 dans une université moyenne qui n'est pas parisienne, portée donc également ici. Je voulais souligner la façon dont, en fait, ce n'est pas uniquement les intérêts des étudiants parents qui sont pris en compte, mais également, ça s'inscrit dans un contexte où il y avait des intérêts à mettre en valeur cette question, des intérêts politiques. Donc, c'est un syndicat local, donc l'UNEF, qui est en reconstitution à ce moment-là, avec quelqu'un qui est très moteur dans la reconstitution du syndicat, qui est aussi proche d'une étudiante enceinte, dont les études sont menacées parce qu'elle accouche au milieu du deuxième semestre et qu'on refuse ses absences. En bref. Donc, en fait, ce qui explique ici la mobilisation, ça va être des enjeux personnels et professionnels pour les personnes impliquées. La personne, le syndicaliste qui porte beaucoup ça, va ensuite être très impliqué dans la mise en place d'un nouveau régime spécial d'études. Je pense qu'il y avait des enjeux pour lui en termes de professionnalisation aussi sur ce qu'il voulait faire après les études. Alors, quand même, je vous explique un peu le contexte. Donc, au milieu des années 2010, une étudiante en histoire tombe enceinte, ne l'avait pas prévu, est un peu décontenancée, mais veut garder l'enfant.
Elle est en couple avec un autre étudiant qui accepte la situation, voilà, donc il commence à avoir des projets il faut adapter, c'est-à-dire déménager. Et puis également, il y a tout le suivi médical, des changements psychologiques. Elle se sent euh, un petit peu dépassée par la situation. C'est une étudiante qui est issue de classe populaire. Son père est malgache, il n'a pas fait d'études. Par contre, il a été élevé en fait, dans une école jésuite. Il y a quand même un rapport aux études assez, à la culture assez développé. Et j'étais marquée dans l'entretien par la manière dont elle disait qu'on lui avait toujours appris à ne pas profiter, c'est-à-dire ne pas profiter des aides, ne pas profiter de la situation, etc. J'ai été marquée par ça parce que en fait, c'est ce qu'on va lui reprocher. Elle va demander à avoir une dispense d'assiduité pour certains cours. Pour ça, elle va passer par le médecin du campus, un médecin qui a une trajectoire, enfin, avant était médecin du travail, donc en fait, il prend ça très à cœur et puis il explique qu'il peut faire une dispense, etc. Cette dispense est refusée par ses professeurs et donc, en fait, on remet en question sa capacité à valider son année, quoi. À tel point qu'à un moment où elle se présente à un examen, on lui dit: «Non, mais vous n'avez pas le droit de vous présenter à cet examen, donc en fait, partez». Il y a même le directeur de l'UFR qui est venu vérifier qu'elle n'était pas à l'examen pour pas qu'elle puisse valider. Donc il y a quand même des conflits très, très forts, quoi, qui se passent à ce moment-là. Hem Et on lui reproche, enfin, en tout cas la professeure, qui l'encadre dans le cours où, la dispense d'assiduité n'est pas, acceptée, lui reproche de vouloir profiter de la situation. C'est-à-dire vouloir apitoyer, vouloir avoir un traitement de faveur, et cetera. Donc voilà, une espèce de contraste entre la manière dont elle me parle de son éducation, de son rapport, aux droits sociaux et la manière dont on l'aperçoit. Donc, à partir de là, un ami proche de cette étudiante va progressivement, monter une mobilisation en partenariat avec le médecin. Au début, en allant demander à la direction de l'université de mettre en place des choses et notamment un projet de congé maternité. Et puis, en fait, la présidence, elle vient à son terme. Ils comprennent que, enfin, c'est ce que me dit le syndicaliste, ils comprennent qu'en fait, ça va pas être possible, parce qu'ils sont complètement opposés au fait de mettre en place des régimes spéciaux d'études, en tout cas des choses qui pourraient favoriser la réussite d'études, pour les personnes qui sont un peu en dehors des schémas traditionnels. Et donc, en fait, ils s'engagent dans une, contre-campagne, c'est-à-dire, en fait, ils s'engagent auprès d'un concurrent au président qui va finir par être élu et en faisant beaucoup pression sur, l'équipe présidentielle actuelle en disant: «Voilà, elle est irresponsable», des affiches qui disent: «Voilà, étudiants ou parents, faut-il choisir? La présidence, fait des choix», et cetera. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des enjeux aussi politiques derrière, qui finissent par dépasser le cas original. Et en même temps, c'est parce que le syndicaliste était proche de cette étudiante qu'il s'est passé quelque chose. Donc on retrouve toujours un peu ces 2 éléments. Alors, quand l'UNEF commence à sortir des tracts un petit peu revendicatifs, et plutôt contre la présidence, la première présidence de l'université, donc la réaction, c'est de dire: «Mais non, on est en train de réfléchir à un schéma directeur de la vie étudiante». C'est ce qui devait mener à un RSE, un régime spécial d'études à l'époque. Mais ils sont défavorables à un statut à part pour les étudiants parents, car il faut tout faire pour pousser les étudiants. Nous ne sommes pas favorables à la multiplication des statuts et ils s'interrogent également sur la raison pour laquelle ces femmes sont enceintes alors qu'elles font des études et que la contraception est possible. Et ici, on retrouve la même phrase: «Connaissent-elles la contraception?» Voilà. Donc, c'est assez intéressant, de constater qu'en fait, tout au long de ces mobilisations, il y a cette idée que, mais pourquoi faire un enfant pendant les études? Alors que ça met en question la façon dont les études fonctionnent et qu'on sait que ça pourrait, empêcher de réussir. Et là-dessus, je voulais préciser que du coup, les étudiants parents, les 80 étudiants parents que j'ai rencontrés semblent, pour la plupart, très grande majorité, en fait, réussir leurs études. Voilà. Donc pour, conclure, cette présentation, j'ai essayé de montrer, avec ces 3 exemples, que l'absence de problèmes publics autour des étudiants parents alors qu'il y a eu des mobilisations, des victoires conséquentes,
elle est liée au fait qu'on n'a jamais vraiment questionné la manière dont les études sont organisées et dont elles devraient être réalisées. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire, on voit bien qu'être étudiant et parent n'a finalement pas de sens pour les personnes qui décident. Et peut-être également pour les personnes qui portent les projets, je ne sais pas exactement ce qu'elles en pensaient, mais en tout cas, c'est uniquement le constat d'un besoin qui mène à une politique. Et derrière, il y a quand même quelque chose qui est difficile à penser pour ces personnes-là. Les mobilisations, elles sont possibles à partir d'une situation exceptionnelle, à partir d'acteurs proches du terrain, mais il n'y a pas de pensée qui va au-delà. Du coup, ce que je pense que ça apporte par rapport à ce qui a déjà été fait sur cette idée qu'il y a un nouvel âge de la vie avec les études supérieures, que donc, les études supérieures, c'est la jeunesse, c'est une partie de la jeunesse, une prolongation de la jeunesse. C'est qu'en fait, et c'est ce que je montre aussi dans une autre partie de ma thèse, c'est pas uniquement quelque chose de naturel, c'est pas parce qu'on fait des études qu'on est jeune, c'est également parce qu'il y a des politiques publiques qui encadrent cette jeunesse d'une certaine façon, qui encadrent les étudiants d'une certaine façon, que ces étudiants sont jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont encore peu indépendants, qui ne peuvent pas envisager d'avoir des responsabilités extérieures, ou qu'en tout cas les responsabilités extérieures soient difficiles à concilier. Et ça, pour le coup, même si les personnes réussissent, il y a toujours des problèmes de conciliation. Donc voilà, en fait, c'est pour dire que la jeunesse, c'est aussi quelque chose qui est fabriqué, qui est pas du tout, c'est pas parce qu'on fait des études, c'est pas parce qu'on est dans une situation d'apprentissage que c'est naturel d'être jeune. Et donc, cette norme de jeunesse, pour moi, c'est à la fois quelque chose qui est une espèce de modèle à suivre, c'est-à-dire si vous voulez réussir vos études, il faut suivre cette norme de jeunesse. Donc, il faut ne pas travailler à côté des études, il faut ne pas avoir de responsabilités comme des enfants, mais également des parents handicapés. Voilà, ça ne devrait pas exister. Et puis, donc, forcément, une contrainte pour les personnes qui dérogent. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je serais très intéressée par vos questions. Merci. Oui, mais tu peux sortir de... Écoutez, merci. Donc, s'il y a déjà des questions extérieures, auprès, à distance, vous pouvez vous manifester en levant la main ou en mettant un petit quelque chose dans l'espace discussion ou chat, suivant les versions que vous avez. Comment ça ? Oui, oui. Julie ouvre. D'accord. Ouvre. J'ai aussi des choses à dire, mais... Ouais. Franchement, merci beaucoup pour ta présentation. C'était hyper clair, donc ça sera vraiment je pense, des questions plus de curiosité que des questions méthodologiques ou théoriques. Déjà, est-ce que toi, dans ta thèse, est-ce que tu as vu une différence de perception selon le niveau d'études ? Je pense par exemple aux étudiants, aux étudiantes qui seraient en doctorat ou par exemple à ceux qui, dans les études de médecine, sont déjà en internat. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment donné où ça paraît plus, on va dire, normal, acceptable d'être adulte et donc d'avoir une vie de famille où finalement, c'est vraiment la question du statut étudiant qui, jusqu'au bout, même si ça arrive à passer les 30 ans, on est toujours considéré comme étudiant. Est-ce que aussi, tu as parlé justement que tu n'avais pas de statistiques, très, très peu de chiffres. Est-ce que c'est des choses qui commencent un peu à bouger? Par exemple, j'ai vu que dans les références, tu avais mis les enquêtes de l'OVE. Est-ce que justement, il y a une petite partie de la statistique publique qui commence vaguement à s'intéresser à ces questions-là, je ne sais pas moi, dans les enquêtes logement ou finalement, est-ce que c'est encore, même aujourd'hui, un espèce de point aveugle complet?
Sinon, du coup, ouais, sur alors ça traverse un peu le terrain, enfin tes 3 terrains, mais surtout le dernier, parce que tu parles d'une mobilisation locale de l'UNEF. Est-ce que tu sais s'il y a eu une réaction du Bureau national de l'UNEF? Est-ce que finalement, ils ont cherché à rebondir sur cette mobilisation locale, ou au contraire, finalement, ils s'en sont complètement désintéressés? Puisque finalement, il y a eu un certain nombre de campagnes, même dans les années 2010, hein, sur les conditions de vie et d'études, sur l'accès à l'autonomie des étudiants, des étudiantes. Donc finalement, ça paraît être, j'ai envie de dire, une bonne pub, quelque part, ce type de mobilisation, ou pas. Même si effectivement, ce n'est pas forcément des acteurs que tu as rencontrés, mais peut-être que tu as des infos. Et aussi sur, justement, là, quand tu as montré les photos là, de la fin des crèches à Lyon dans les années 80-90, alors, tu as dit que tu n'avais pas beaucoup de données sur qui bénéficiait de ces services, mais est-ce que du coup, si tu disais que les syndicats étudiants avaient un peu suivi les mobilisations, mais pas de manière directe, est-ce que les syndicats d'enseignants, de BIAT, eux, étaient impliqués ou pas? En fait, finalement, est-ce que ces crèches-là, elles servaient finalement plus, elles servaient pas plus, mais aussi aux travailleuses, aux travailleurs de la fac, et donc du coup, leurs syndicats se sont mobilisés, ou finalement, même du côté des enseignants et des BIAT, personne ne s'intéresse à la question de où on met les enfants quand on travaille, quoi. Voilà. Merci. Ouais. On fait une série de... Alors moi, d'abord une question, puis enfin une interrogation, puis quelques remarques. D'abord, pour poursuivre sur le déclin des crèches, même question sur... parce qu'il y a eu une série de crèches où c'était étudiants et salariés de la fac. Bon, je veux dire, c'est ça qui a fait dire que ça a pu s'installer. Mais enfin là, est-ce que le déclin, parce que je pense qu'il faut avoir toujours un double regard sur l'université, sur ce qui se passe ailleurs. Il y a eu, si on prend entre 68 et aujourd'hui, le développement massif des crèches en ville. Bon, même chose pour le logement. Donc, c'est d'autre part, je pense que ce qui est important, c'est les changements des relations entre parents et enfants, c'est-à-dire entre grands-parents et leurs enfants qui sont parents. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir un enfant quand on est étudiante dans les années 60 ou à fortiori 50, c'est tout de même pas très accepté par les familles. Bon, bon aujourd'hui, c'est tout de même autre chose. Voilà. Un peu sur d'autres. Sur les crèches, toujours, quand je dis l'intérieur et l'extérieur, il y a le sens pratique. Quand tu parles de la Sorbonne, il faut d'abord partir du sens pratique. Hein. Les gens ne font pas des crèches comme ça parce qu'ils ont une arrière-pensée idéologique. Le sens pratique, c'est simple. Hein. Il y a des parents, des parentes surtout, dans la mobilisation. Faut trouver un moyen, crèche sauvage. Bon. Puis après, effectivement, tout le reste vient on découvre des éléments, des choses à faire. Et je ne sais pas si tu connais, il y a le bouquin de Liane Moser, hein, donc, sur les crèches parentales, où en fait, c'est des crèches, de la crèche de la Sorbonne aux crèches sauvages, aux crèches parentales, donc qui, effectivement, vont amener et étendre une réflexion sur l'éducation. Hein, mais c'est vrai que dans sociologie, la mobilisation, la question du sens pratique, hein, c'est pareil pour Jean Zay. Peut-être un peu une réponse aux questions, c'est si l'institution, le COPAR s'intéresse à ça, c'est que c'est paritaire et qu'il y a l'UNEF qui pèse. Bon. Mais alors, il y a une question, moi j'avais pensé sans connaître, je dis, on parle de logement pour les ménages. Je ne sais même pas si ce n'est pas pour les étudiants mariés. Dans recherche universitaire, il me semble que c'est des étudiants mariés. Je dis ça parce que j'ai le souvenir, alors j'ai cherché hier, mais je n'ai pas retrouvé, je crois que c'est dans recherche universitaire, la revue de la MNEF, il y a un dossier sur les étudiants mariés. Donc j'ai cherché pour trouver une illustration pour le tweet, pour annoncer aujourd'hui, mais je n'ai pas trouvé, donc c'est parti comme ça, parce que c'est le bordel dans mes archives. Les miennes, hein, celles de la cité sont nickel. Bon, il n'y a pas de problème, hein, rassurez-vous. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce poids-là
Et à partir du moment où on est dans l'après-guerre, bon, il y a effectivement l'idée, c'est est-ce que c'est pas l'UNEF? Il faudra voir les témoignages. Donc, il y a Ravenel, peut-être, qu'il faudrait interroger, Bernard Ravenel. Il y a, comment il s'appelle? Bon, malheureusement, il y en a un qui est au Copar, qui est mort il y a 3 ou 4 mois. Je ne me souviens plus de son nom, mais là, on pourrait peut-être essayer de retrouver qui a posé ces questions. Et puis, toujours côté archives, mais là, la bataille pour remettre la main sur les archives de l'AMNEF, parce que je pense que pour l'AMNEF, en tout cas dans les années 50, sur cette question-là, hein, on doit tout de même avoir des données. Bon. Donc ça, en plus de bon, parce que c'est la sécurité sociale, éventuellement du côté des compagnies d'assurance, de l'assurance, hein, parce qu'on assure les enfants, l'assurance scolaire. Bon. Voilà, je voulais... Alors, dernier point, dernière question, sur la prolongation de la jeunesse. Ce qui fait la prolongation de la jeunesse, c'est l'université, mais ce qui fait la jeunesse, en grande partie, c'est la scolarisation d'abord. C'est effectivement le modèle jeune, c'est pas entre l'enfance et l'adulte, je reprends Galland, c'est la scolarisation, et la prolongation de la scolarisation prolonge effectivement cette jeunesse. Mais j'ai vu hier dans Alternative économique de ce mois-ci, il y a 2 pages sur les jeunes, 2 pages avec graphiques, et notamment à quel moment on arrête d'être jeune. Donc il y a l'âge de la mise en ménage, et très peu de temps après, l'âge du premier enfant. Mais on arrive à 27 ou 28 ans dans quasiment ce cas de figure. Donc, c'est vrai qu'on est à l'âge où normalement, même de manière prolongée, on a fini ses études. Bon, sauf en médecine, ou sauf quand on a repris, ou sauf quand on est en thèse. Bon. Donc, c'est vrai que faut... voilà. Donc, est-ce qu'il y a une... Johanna? Oui, oui, tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup pour votre présentation et pour vos travaux. Je ne sais pas si vous allez continuer après, enfin voilà, je sais pas quel projet, si vous voulez nous parler un tout petit peu de vos projets d'après. Et je voulais juste dire des choses. Déjà que l'entretien des Ravenel, nous on l'a, on pourrait vous les passer et on pouvait bien évidemment vous donner ces coordonnées pour aller les voir, parce que moi, j'avoue que c'était la deuxième fois que j'ai entendu parler des crèches des parents, même des chambres des mariés. Du coup, je confirme, Roby, c'était plutôt des chambres pour des jeunes couples, on va dire. Voilà, ça, c'était première chose. Deuxième chose, vite fait, c'était sur la crèche mixte à Vincennes. Je ne sais pas si, il me semble que vous l'avez exclu de votre terrain. Du coup, voilà, je voulais vous demander, est-ce que c'était peut-être un terrain un peu difficile pour vous pour aller accéder à ces archives? Mais c'était très intéressant comme crèche et il y avait pas mal de choses qu'ils ont écrites pour cette crèche et aussi un tout petit peu pour la mixité entre les parents étudiants, étudiantes et aussi les personnels de cette belle université, en fait. Concept qu'ils n'ont pas repris, enfin, au début des années 80, 82, 83 de Vincennes à Saint-Denis, ils ont repris pardon, les concepts de crèche à Saint-Denis, mais ça n'a pas duré. Voilà. Mais encore une fois, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on vous mette en contact avec des personnes, on pourrait les faire. Pour l'AMNEF, juste dernière chose, il faut que je regarde sur nos archives en ligne si on peut trouver des choses au périodique de l'UNEF de l'époque et l'AMGEL aussi, parce qu'on est un projet avec l'AMGEL, on est en train de faire son bouquin sur les 70 ans de sa création. Il y a pas mal de choses pas mal de choses. Il y avait quelque chose sur les concepts aussi des crèches, des parents, d'assurance, qu'est-ce qu'on propose aux nouveaux mariés, on va dire, ou aux couples. Voilà. Merci encore et je vais, parce que j'ai pas pu tout suivre bien, je vais essayer quand même de voir les séminaires sur YouTube.
Merci Johanna, qui est en direct du congrès de l'UNEF, qui se tient à Nancy et qui donc assure la présence de la Cité et du Germe aujourd'hui et pendant 4 jours, et que nous rejoindrons demain et après-demain. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Pour rebondir rapidement sur les dernières, parce qu'elles sont rapides. Donc sur l'entretien, oui, bien sûr, ça m'intéresse absolument. Je veux bien voir. Concernant la crèche de Vincennes, alors en fait, il se trouve que les archives de l'Université de Paris 8 ont fait un travail important, mais j'étais déjà en train de finir la rédaction, mais il y a eu tout un travail de réfléchir à l'histoire de cette crèche et je pense que, moi déjà, j'avais pris des photos, il y a vraiment eu ils ont fait des affiches et tout, il y avait une exposition, donc je pense qu'il y a totalement moyen de faire des choses. S'il y a des mémoires étudiants qui ont envie de se faire là-dessus, voilà, moi tout de suite, c'est pas mon projet, mais ça serait très intéressant. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas étudié? Parce que j'ai dit, c'était à la fin de ma thèse, j'ai fait ce que j'ai pu et puis après, j'ai dû passer à d'autres priorités pour la rédiger, ça a pris du temps. Et pour les archives de la MNEF, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Donc voilà. Alors, pour revenir sur les questions dans l'ordre, OK. Donc, concernant, je vais peut-être pas faire dans l'ordre, je vais essayer de faire dans un ordre logique pour moi. Donc, concernant le fait que la façon dont que la perception d'avoir un enfant pendant les études a changé au cours des années, c'est sûr. Enfin, moi, je sais que, j'ai fait quelques entretiens avec des personnes qui ont eu des enfants pendant les années 70-80 et clairement, il y avait des frustrations autour du fait de ne pas être marié que je n'ai pas retrouvé dans mes entretiens. Voilà. Donc, l'ordre, etc., ça, c'est la sexualité en dehors du mariage. Il y a des choses qui ont évolué, c'est indéniable. Néanmoins, en fait, je me suis rendu compte que une grossesse dans un contexte d'études initiales, c'est-à-dire pas de reprise d'études, quoi, pas des personnes qui auraient déjà été indépendantes, qui auraient montré qu'elles étaient en fait adultes, mais même si elles reprenaient leurs études, elles étaient capables de gagner leur vie. Voilà. Ces grossesses-là sont systématiquement mal accueillies par les parents. Alors, à l'exception de celles qui sont annoncées par des femmes qui vraiment s'y attendaient pas, éventuellement ont fait un déni de grossesse et sont dans une situation de désespoir et qui, elles, souvent sont soutenues par leurs parents, c'est-à-dire, en tout cas celles que j'ai rencontrées. Et je pense que le soutien joue un rôle dans le non-recours à l'avortement auquel elles ont toutes pensé. Et là, donc, c'était plutôt de l'ordre du mais tu réfléchis avant de faire quelque chose, nous, on peut te soutenir, etc., avec un soutien assez important pour ces personnes-là. Mais il y a aussi pas mal d'étudiants qui décident d'avoir un enfant alors qu'ils sont en licence master, plutôt fin de licence, début de master. Alors pour différentes raisons, mais pour faire très vite, en gros, soit des personnes qui, autour d'elles, ont des proches ou ont grandi dans un environnement, ah oui, j'ai la même sonnerie. Pardon. Donc, soit des personnes qui ont grandi dans un environnement où les personnes ont des enfants tôt parce qu'elles ne font pas d'études ou parce qu'elles font des études avec des enfants. Par exemple, des personnes qui ont grandi dans des régions rurales de Tunisie ou des endroits où en fait c'est assez classique de se marier tôt et qui, elles, du coup, trouvent ça finalement assez naturel d'avoir un enfant à ce moment-là, sont avec un conjoint qui a des revenus ou en tout cas qui n'est pas en études ou un vrai projet, voilà, et qui aussi peut-être relativise pour les personnes issues de classes populaires la nécessité d'avoir beaucoup de moyens pour avoir un enfant en fait. C'est vraiment très rapide, hein, mais voilà. Soit des personnes qui décident d'avoir un enfant pendant leurs études qui sont issues de classes supérieures, mais qui ont eu un modèle positif, par exemple, de mère qui a eu un enfant pendant ses études et qui l'a très bien vécu. À l'inverse, les personnes qui ont eu un très mauvais modèle repoussent beaucoup le fait d'avoir un enfant.
pendant les études. Et en fait, il y a ce truc de trajectoire qu'on voit statistiquement, parce que du coup, j'en parlerai après, mais il y a quand même, j'ai exploité des sources statistiques de 2016 là-dessus. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents groupes d'étudiants par an. Les étudiants par an en études initiales, souvent sont plus issus de classes populaires, plus de nationalités étrangères, sont en études initiales, mais n'ont quand même pas l'âge d'études initiales, c'est-à-dire la moyenne d'âge, elle est à 22-23 ans, je crois, donc des parcours un petit peu enfin, peut-être des reprises d'études plus tôt, s'il y a un parcours de migration, peut-être un retour en arrière, des choses comme ça. À l'inverse, on va avoir tout un groupe que j'ai appelé les études longues, les études rémunérées et longues, qui sont en fait des étudiants en doctorat et en internat. Des étudiants rémunérés en fait qui disent: «J'ai eu un enfant en étant en études et rémunéré», donc très précisément. Donc c'est pas des doctorats, non rémunérés et qui eux sont beaucoup issus de classes supérieures, très français et cetera, et donc c'est intéressant de voir que finalement c'est pas n'importe qui a, des enfants n'importe quand. Hem Et voilà, et donc en fait, pour les personnes qui ne sont pas, dans des études rémunérées et qui ont décidé d'avoir un enfant, qui l'annoncent à leurs parents, la réception est toujours très négative, pour des raisons différentes, mais il y a toujours une crainte, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que malgré le fait qu'il y ait, plus d'importance d'être marié, qu'il y ait un truc de l'ordre du, il faut faire ce qu'il faut au bon moment de sa vie, mais peut-être l'idée que l'important, c'est de se trouver, de toute façon, on n'est sûr de rien, et cetera, avec cette espèce de désinstitutionnalisation du cycle de la vie. On n'est pas sûr d'avoir un boulot, on n'est pas sûr de… Voilà. En fait, malgré ça, les parents ont très peur pour les études de leurs enfants quand ils ont un enfant. Hem, voilà. Donc la réception n'est pas forcément très bonne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité ensuite, ça dépend un peu des familles. Alors… Donc, concernant les statistiques, en fait, oui, il y a quand même donc les études de l'Observatoire de la vie étudiante, conditions de vie, qui sont triennales. Et moi, j'avais exploité celle de 2010 et puis ensuite celle de 2016, où il y a des questions sur les étudiants par an qui se sont d'ailleurs assez… enfin, il y en a eu plus. Et ça, c'est un peu grâce à Arnaud Régnier-Loilier, qui est l'autre personne qui travaille sur les étudiants par an en France avec des méthodes statistiques. Les questions sont bien sûr quand même peu nombreuses et permettent de ne pas avoir beaucoup d'informations. Mais bon, ça permet de voir 2-3 éléments. L'autre souci de ces études-là, c'est qu'elles s'adressent aux étudiants, et donc c'est un questionnaire qui est très axé sur l'étudiant type, l'étudiant jeune, l'étudiant qui n'a pas un parcours professionnel avant, et cetera. Donc même s'il y a quelques questions là-dessus, par exemple, en 2016, ils ont oublié, mais ils n'y ont pas pensé, c'est une erreur, hein, c'était pas voulu, mais ils l'ont oublié, de mettre le plus haut diplôme obtenu. Alors, ça paraîtrait pas utile pour les étudiants puisqu'ils préparent un diplôme, on sait quel diplôme ils préparent, mais pour ceux qui reprennent leurs études, on ne peut pas voir s'ils ont déjà eu un diplôme avant ou pas. Donc voilà, et du coup, je pense que ce questionnaire-là, comme plein d'autres questionnaires sur les étudiants, c'est probable qu'il y ait beaucoup d'étudiants par an qui ne l'aient pas rempli parce que ça ne correspond pas du tout à leur quotidien et qu'en fait, c'est impossible de répondre à un questionnaire qui ne reflète pas le quotidien, quoi. Pourtant, il y a quand même des profils de personnes qui sont en équivalence, qui ont 50 ans, et cetera, donc c'est pas… mais je pense que c'est très biaisé. Il y a d'autres enquêtes que j'ai pas explorées, comme l'enquête périnatale ou des choses comme ça, qui pourraient donner des statistiques. Donc c'est à creuser effectivement. Il y a peut-être des sources que je connais pas. Je connais pas très, très bien les enquêtes, stats, donc voilà. Alors, sur la mobilisation à Fortville et la manière dont le bureau national aurait pu porter un intérêt à cette mobilisation et c'est une forme de promotion, et cetera. J'avais posé la question aux syndicalistes, donc j'ai appelé Thibault Houdin dans ma thèse pour savoir un peu qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'il avait essayé de politiser ça plus haut, et il m'avait dit, bah voilà, nous on a présenté notre truc au Congrès national, on a dit ce qu'on avait fait, les gens étaient contents. On a donné tout ce qu'on avait, on s'est dit, voilà, peut-être il y a des gens qui voudront reconduire, puis en fait, il ne s'est rien passé. Mais quelque part,
pourquoi il se passerait quelque chose. Donc voilà, en gros, c'est un peu tout ce que j'aime et je pense que c'est jamais dans les priorités. Voilà, c'est ça ce que je pense. Moi-même qui étais syndiquée, donc ça fait longtemps, à Solidaire étudiant, à la fin de mon master, j'avais proposé une formation sur les étudiants parents et je ne sais plus comment on appelle ça, la semaine de formation quoi, qui est organisée. Et il y avait trop de formations, du coup, ils avaient fait des priorités, donc celle-ci, elle n'avait pas été acceptée. Et je pense que c'est un peu toujours comme ça, en fait, parce que effectivement, il y a souvent d'autres sujets qui sont prioritaires, quoi. D'où l'intérêt, à mon avis, d'être proche de personnes qui sont concernées pour vraiment porter et pas juste être découragé, vraiment avoir l'enjeu à cœur, quoi. Concernant toutes les questions autour des crèches, les crèches universitaires, la mobilisation de qui, etc., je pense qu'il y a pas mal de ces questions qui sont traitées par Elsa Neuville dans son travail, pour en avoir discuté avec elle. Et notamment, c'est elle qui m'avait dit, voilà, les syndicats, ils prêtent main forte, mais ils ne sont pas super présents. Elle a fait des archives et en même temps, elle a aussi fait des archives orales. Elle a beaucoup cherché les personnes. Elle a pas mal d'entretiens, je pense, assez précieux. Et elle en sait beaucoup plus que moi maintenant là-dessus. Sa thèse, alors c'est intéressant parce que ça rejoint aussi la question sur Liane Moser, les crèches parentales et la réflexion sur l'éducation. En fait, sa thèse, elle porte précisément sur les crèches parentales et les crèches universitaires et donc, et notamment comment ça s'est mis en place, qui les a portées, etc. Donc, tout ça, à mon avis, ça sera en partie traité par elle et j'en suis bien content. Hem, alors, pour les crèches, alors par contre, effectivement, donc le projet des crèches telles qu'elles étaient montées la plupart du temps, c'est vraiment un mouvement social, donc il y a des revendications communes, il y a eu une rencontre à un moment, enfin, il y a vraiment un partage, quoi. C'est pas juste on s'est inspiré de quelque chose, il y a, souvent dans les tracts, on retrouve les mêmes phrases, par exemple, les mêmes, syntagmes. Donc il y a quelque chose de collectif, même si les localisations sont diverses. J'ai retrouvé à Lyon des choses qu'on voyait à Paris, par exemple, donc ça circule. Hem Et en fait, effectivement, ces crèches étaient pensées comme des lieux de garde pour n'importe qui. Et il y en a pas mal qui tenaient au fait que ça soit ouvert pas uniquement aux étudiants, mais également aux salariés et également aux personnes qui habitent dans les quartiers. Avec une idée qu'il faut décloisonner et qu'il faut, et aussi, toute une rhétorique de la lutte contre la bourgeoisie. La bourgeoisie a intérêt à ce que, on s'occupe de nos enfants, à ce qu'on paye, enfin qu'on s'en occupe nous-mêmes, et cetera. Et les étudiants se mettent dans le lot des personnes qui sont, contre la bourgeoisie, tout comme le seraient les personnes qui travaillent à proximité, et cetera. Donc oui, et clairement, c'était dans un contexte où, les crèches étaient manquantes, pour beaucoup et notamment alors la manifestation de Poussette. Je me souviens, en fait, c'était, un moment où il y avait une menace de fermeture de l'université de Lyon, de la crèche de l'université de Lyon précisément et le président avait dit: «Mais inscrivez vos enfants ailleurs». Donc ils avaient pris leurs enfants dans des poussettes et ils étaient allés faire le tour de toutes les crèches. Bien sûr, ils ont pris plein de photos et c'est paru dans la presse pour dire: «Voilà, est-ce que vous auriez pas de la place pour inscrire, nos enfants?» Il y avait pas de place, bien sûr. Donc voilà, effectivement, il y a un contexte. Après, les places en crèche, il me semble que c'est toujours compliqué à trouver. D'après ce que j'ai compris des personnes, que j'ai rencontrées et puis l'activité étudiante est perçue, de manière assez diverse selon, les crèches. Donc il y a toujours des critères d'attribution, prioritaires et des fois, les étudiants vont être vus comme des personnes dans le besoin parce que sans revenus et cetera. Des fois, ça va être vu comme des personnes peu actives et donc mais pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'une crèche? Voilà et ça, c'est assez présent aussi, et aussi présent sur des choses un peu, perverses de l'ordre de, pourquoi est-ce qu'on vous verserait le RSA si, vous reprenez vos études? C'est que quelque part, vous avez du temps, donc vous devriez pouvoir vous occuper de vos enfants. Hem, je ne sais plus si j'ai répondu à toutes les questions. Ah oui, sur les logements mariés, oui, oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce qui était écrit au début. Je pense que logement ménage, c'est arrivé, un peu après, voilà. Mais effectivement, c'est exactement ça. Les affiches parlaient de logement marié, clairement, il y avait quelque chose, pour, accepter la mixité, il fallait avoir une bonne excuse.
Voilà. Et donc, effectivement, c'était des personnes un peu plus âgées. Hein. Enfin, c'était pas des jeunes étudiants, c'est sûr. Pas des questions, c'est des remarques. Ouais, vas-y. Attends, vas-y. Oui, du coup, c'est pas des questions, mais ce que tu dis là sur le statut marié, ça me fait penser à moi ce que j'ai trouvé dans les archives de. Alors là, c'est les archives, une partie des archives de l'UNEF Clermont à la BDIC, mais aussi dans les archives en fait de la préfecture sur les associations, parce qu'à Clermont, il y a une association familiale des étudiants qui s'est montée en 58. Et du coup, voilà, ça m'a fait. Ça m'y fait penser parce que quand j'ai lu leur statut, une des conditions, pour honnêtement, c'est d'être marié. Mais quasiment jusqu'à la fin. Alors, j'ai pas regardé la totalité. De toute façon, la pochette était relativement fine, il n'y a pas grand-chose. Donc, certainement que les statuts ont peut-être évolué sans être déposés en préfecture. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un vote par foyer et non pas par parent. Et effectivement, il y avait cette obligation d'être marié. Et du coup, clairement, c'est vrai que du coup, cette association là, familiale des étudiants qui était liée à l'UNEF, eux, ils ont, en fait, ils avaient une offre de logement qui était co-gérée avec la MNEF et pas forcément CTU, c'est-à-dire qu'ils avaient repéré des bailleurs privés dont ils savaient qu'ils acceptaient de louer des petits logements. C'est-à-dire que là, en 64, ils avaient 24 F1 bis et peut-être 25 F2. Donc, on est quand même sur, voilà, sur des petites surfaces. Mais je pense qu'à Janzé, ça devait être un peu la même chose parce que j'ai vu les plans là, pour la grosse CTU de Clermont-Ferrand qui a été conçue par le même architecte en fait que Janzé. Et il y avait des logements familiaux aussi, je crois. Et c'est vrai que c'était des choses toutes petites. Hein. On parle de F1 pour des couples mariés sans enfants et de F2 maximum pour des couples mariés, quel que soit le nombre d'enfants. Donc, voilà, c'était quand même. On reste dans la logique de la chambre de 9 mètres carrés. Et en fait, à Clermont, alors peut-être que ça a certainement existé ailleurs, ils avaient mis en place des haltes garderies pour le resto U. Alors, fallait manger vite hein, parce que c'était entre 20 minutes et une demi-heure. Mais ils avaient mis ça en place pour effectivement. Alors, apparemment, ils envisageaient de l'ouvrir à la journée s'ils avaient des demandes. Je ne sais pas si ça s'est fait, je n'ai pas trouvé l'information. Mais voilà, ils faisaient ce genre de choses, donc matin, midi et soir, sur les 3 repas principaux. Donc après, dans quelles conditions, je pense que c'est. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un d'habilité pour garder les enfants? Est-ce que. Je ne sais pas du tout comment ça se passait, mais voilà, le but était quand même de permettre aux parents de manger vite, mais. Donc voilà, c'était juste ma remarque. Oui, alors un petit peu. Peut-être une remarque sur le parallèle avec les étudiants salariés, mais ça tu l'as fait, effectivement, bien la bataille pour un statut, puisque en fait, 168, qu'on a même si avant on parle des étudiants salariés, mais plus dans l'idée de l'allocation d'études, hein, il faut donner les moyens aux étudiants d'étudier. C'est vrai qu'en 68, on a il y a le comité d'action étudiants travailleurs et même des réunions qui sont convoquées. Hein, je ne sais pas s'ils ont lieu, parce qu'on voit les tracts des étudiants salariés. Donc, il y a effectivement cette bataille pour la reconnaissance d'un statut. Alors, bon, c'est vrai que c'est un statut, en tout cas, des dispositions particulières qui sont finalement venues d'abord dans certaines universités comme Paris 8, hein, où j'étais, et ensuite dans la loi hein, sur les possibilités de faire en 2 années. Bon. Alors, c'est vrai que le problème de poids hein, se pose, c'est-à-dire de nombre, bon, pour créer le rapport de force. Alors, il y a certes on a des enfants plus tard, enfin tout de même là on a 2,5 millions d'étudiants, donc je pense que 500, avoir uniquement à peu près 500 par an, enfin je veux dire
Je pense que le chiffre doit tout de même être un petit peu plus significatif. 100 000 étudiants ont des enfants. Ouais. Bon, là, ce n'est pas rien pour constituer un rapport de force, une question politique, publique, collective. C'est plus dans l'individuel. On peut s'inspirer de situations précédentes, étudiants salariés, ou les femmes, ou les étudiants étrangers. Donc, c'est vrai que là, il y a sans doute de quoi faire. Effectivement, alors sur la question du rapport de force, donc 100 000 étudiants, c'est ce que j'ai estimé en faisant 4,5% des étudiants en France. Donc 100 000 étudiants concernés, sûrement plus si les enquêtes sondent mal les étudiants plus âgés, etc. Le problème pour mobiliser, alors il y en a plusieurs. Déjà, c'est que c'est 100 000, mais y compris les personnes qui ont des enfants majeurs, qui ont 30 ans, enfin, ce pas les mêmes problèmes, y compris des personnes qui sont en fait étudiants, mais un peu en dilettante, c'est-à-dire, donc c'est un groupe que j'ai appelé les professionnels, des personnes qui sont inscrites dans des formations spécialement pour les professionnels, qui travaillent en parallèle, par exemple. Et donc, pas du tout la même situation non plus, et peut-être aussi une meilleure prise en compte, c'est-à-dire ça s'adresse à des gens qui sont professionnels et qui donc ont des enfants pour la plupart, quoi. Donc au final, alors je n'ai pas estimé combien de personnes étaient en études initiales non rémunérées et qui avaient des enfants, mais c'est bien moins que ça. Mais par contre, j'ai été contactée, ça c'est un peu l'avantage d'être la seule personne qui travaille sur un sujet, c'est que donc, j'ai été contactée plusieurs fois par des étudiantes qui voulaient mettre en place des associations pour aider les étudiantes comme elles qui avaient eu des enfants et qui avaient un peu galéré. Donc dans différentes universités. Et en fait, donc elles mettaient en place, j'essayais de voir un peu ce qu'elles faisaient et de voir comment je pouvais être utile. Bon, souvent, je ne peux pas faire grand-chose, mais voilà. Et en fait, elles mettaient en place des associations, souvent sur des choses très pratiques. Par exemple, ça peut être échanger des vêtements pour enfants, trouver des solutions de garde, échanger un peu des astuces pour s'organiser. Beaucoup de choses de l'ordre de l'organisation, du temps d'études, etc. Mais souvent, l'association, elle était issue de moi, j'ai vécu une situation, j'ai eu l'impression d'être seule. J'ai l'impression d'avoir aucun moyen, personne à qui parler, etc. Et j'aimerais que ça ne se reproduise pas pour les autres personnes. Le souci, c'est que monter les associations, ça prend un peu de temps, mais ça peut être fait parce que les gens sont motivés, etc. Les maintenir, ça a l'air d'être compliqué. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont des enfants pas au tout début de leurs études, donc ça va durer encore 1 ou 2 ans, leurs études. Ensuite, elles vont partir, elles vont avoir d'autres problèmes et c'est tout à fait compréhensible qu'elles ne continuent pas à s'investir dans ces associations, mais personne ne reprend vraiment. Ou alors, j'avais trouvé par exemple la trace d'une association à Lille. L'université disait voilà, on soutient une super association qui parle des étudiants parents, etc. La première année, elle donnait des sous. La deuxième année, elle donnait des sous, mais un peu moins. Puis après, il n'y avait plus de traces. Enfin, et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu toujours comme ça et des effets un peu d'annonce, quoi. Derrière, il n'y a pas des moyens. Personne n'a vraiment les moyens d'organiser quelque chose d'ampleur là-dessus. Puis c'est un contexte qui est un peu difficile en ce moment pour les étudiants. Voilà. Une question sur est-ce que c'est DRUM compris les 100 000 étudiants? Oui, il me semble que dans l'OVE, c'est DRUM compris, mais il faudrait que je vérifie. Voilà. J'ai une question. Ouais. Bonjour. En fait, oui, quand je demandais s'il y avait, si c'était DRUM compris, donc c'était les territoires d'outre-mer, hein, et parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants là-bas qui sont parents. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être pousser un peu plus l'étude, mais par rapport à l'accompagnement ou même les associations, j'ai vu que récemment, justement, grâce au fonds de la CVEC,
il y a au niveau du Crous de Normandie, il y a un atelier pour les parents, étudiants et parents, ou étudiants-parents. Et je pense qu'avec des dispositifs comme la CVEC, il peut y avoir quand même quelques petites choses qui peuvent être mises en place. Il y a des appels à projets. Il y a des étudiants qui peuvent faire des appels à projets qui peuvent être financés par la CVEC. Et puis après, il y aura toujours cette question effectivement, cette question dans la durée. En fait, ils ne vont pas rester étudiants tout le temps. Donc, il faut effectivement qu'il y ait une suite, hein, que l'association perdure. Mais bon, c'est déjà pas mal. Si on peut déjà avoir quelques petites avancées à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Et c'est quelque chose aussi à prendre en compte, notamment au niveau du logement. Moi, je suis du Crous Aix-Marseille-Avignon. On permet un peu à certains étudiants d'être logés, hein, avec leurs enfants, mais la structure des logements universitaires ne le permet pas. Hein, on commence un petit peu à… Bon, il y a la colocation, c'est bien. Il y a les cohabitations, c'est bien. Il y a aussi maintenant un peu couple, ce qui fait que dans un logement, il y a un lit, une place. Enfin, pas un lit, une place, il y a un lit, deux places. Hein. Avant, c'était deux lits, deux lits, une place qu'on collait. Bon, là, on en vient. Mais c'est vrai qu'il faudrait éventuellement voir et peut-être penser aussi à… Après, ce serait peut-être pas bien de mettre que des logements pour des parents parce que ça ferait quand même… Il faudrait penser un petit peu à la mixité, mais bon. C'est quelque chose, effectivement, surtout s'ils sont 100 000 sur la France entière, c'est vrai que l'action publique peut vraiment peut s'y intéresser et devrait s'y intéresser. Effectivement. Bah oui, je suis très intéressée par vos hypothèses sur les régions d'outre-mer, pardon. J'ai vérifié du coup dans l'enquête OVE, il y a Drôme. Par contre, je ne sais pas. Il faudrait regarder comment est-ce qu'ils échantillonnent ça. Est-ce que c'est bien sélectionné quoi, ou pas? Je sais qu'en fait, ils diffusent le questionnaire par mail à des étudiants inscrits dans certains établissements, un échantillon de certains étudiants dans certains établissements tiré aléatoirement. Je ne sais pas à quel point est-ce que c'est bien fait quoi, pour prendre en compte les établissements en Drôme. Et je serais intéressée par ces hypothèses de territoire, quoi. Je les trouve intéressantes et je les maîtrise pas très bien. Donc voilà, je suis très intéressée. Concernant l'action, en fait, il faudrait regarder pour les logements. Il y a des choses qui sont mises en place, effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais par exemple à Paris, il y a un partenariat avec des logements HLM. Ça, c'est quelque chose que les Crous peuvent faire, qui est souvent plus facile à faire que de construire des logements pour les étudiants par an. Des partenariats où ils ont des logements dans des HLM pour des étudiants. Et à Paris, il y en a certains qui font ça, parce que souvent, les logements étudiants qui sont dans des résidences étudiantes, le problème, c'est que, alors déjà, les équipements ne sont pas prévus pour. Il y a des questions d'assurance qui sont souvent, en tout cas, mobilisées. Je ne sais pas si elles sont valides, mais elles sont mobilisées. Des problèmes d'accès, de sécurité, de l'emplacement, etc. Ça n'empêche pas des étudiants d'avoir, moi j'en ai rencontré, hein, des personnes en entretien qui vivent dans un logement pour une personne, mais avec leur conjoint et leur enfant. Et bah oui, bien sûr, il n'y a qu'une seule pièce, c'est petit, c'est très loin, c'est totalement inacceptable, mais des fois, c'est la seule chose qui nous est offerte, quoi. Alors, sur le nombre de personnes qui auraient besoin d'un logement en tant qu'étudiants et parents, il faudrait que je calcule, et je pense que je peux le faire, le nombre de personnes qui sont inscrites en études en ayant un enfant, au moins un enfant mineur, disons. Et ça, en fait, je ne sais pas. Donc, c'est un chiffre qu'il faudrait avoir, je pense, pour ce genre de choses. En fait, on peut les avoir, hein, parce qu'en fait, surtout au niveau des étudiants
au niveau des étudiants boursiers, parce qu'en fait, quand ils font une demande de bourse, maintenant, depuis cette année, et même depuis l'année dernière, mais pas les années précédentes, ils peuvent cocher maintenant qu'ils ont un enfant. Donc, en fait, ce sont des données. Après, il y a la question de la protection des données, mais ce sont des données qui peuvent être, elles sont là, quoi. C'est vrai qu'il faudrait voir avec le CNUS s'il y a moyen de les récupérer par académie, mais ce sont des données qui sont là. Mais uniquement, ça toucherait uniquement les étudiants qui font une demande de bourse. Mais c'est déjà, ce serait déjà pas mal, ce serait déjà un bel échantillon pour commencer. Oui, et puis on peut se douter que les personnes qui auraient besoin d'un logement sont celles qui font une demande de bourse. Alors, à l'exception des étudiants qui sont internationaux et qui n'ont pas le droit aux bourses, ça c'est un autre problème, je pense, mais qui est important aussi. Oui, mais eux aussi, on peut savoir quand ils font leur demande de logement, après, ils peuvent aussi, comme c'est particulier, ils peuvent aussi préciser s'ils ont un enfant ou pas. Mais après, de toute façon, même si au départ, quand ils font la demande de bourse ou de logement, même si ils ne peuvent pas le préciser, mais après, ils ont toujours la possibilité de rencontrer une assistante sociale du CROUS pour évoquer leur situation. Et à ce moment-là, on peut déjà indiquer leur situation, s'ils sont parents ou non. Donc, on peut toujours les récupérer à un moment donné. Oui. Concernant les assistantes sociales du Crous, j'ai l'impression qu'en fait, ça dépend. Enfin, il faut du coup que la personne fasse une démarche. Et moi, dans mon mémoire, je m'étais dit, bah tiens, je vais aller voir, sûrement ces personnes-là auraient des contacts pour moi. Et j'en ai quand même rencontré plusieurs donc à Paris qui soit n'en avaient jamais, jamais, jamais rencontré de toute leur carrière, soit en avaient rencontré vraiment très peu. Ce qui ne veut pas dire que, enfin, j'ai aussi rencontré des étudiantes mères étrangères ou françaises qui avaient des gros problèmes, qui sont allées voir des assistantes et qui ont vraiment eu un soutien, quoi, hein. Donc, ça existe. Mais en termes de représentativité, pour le coup, c'est difficile à savoir. Par contre, c'est bon pour les personnes qui voudraient faire des choses politiques. Effectivement, ça serait vraiment intéressant de se mettre en lien, je pense, avec des personnes qui, elles, prennent à cœur ces problèmes. Et pour les données du CNUS, effectivement, c'est intéressant. Après, c'est des données, du coup, les demandes de bourse, c'est jusqu'à 26 ans, je crois. Enfin, c'est même avant. C'est vraiment… Non, après, non, ça dépend. Après, il y en a aussi qui sont aussi en reprise d'études. En fait, c'est la première demande, mais ils peuvent très bien faire une demande. Ils commencent les études à 26 ans et puis après, ils continuent. Ils ont un certain nombre de droits à bourse. Mais ce n'est pas 26 ans fermés, quoi. Mais il y a plein de choses à penser, mais c'est juste, ça me vient à l'esprit là tout de suite. Je pense que c'est hyper intéressant et en même temps, je pense qu'il va forcément y avoir des personnes qui vont passer en dehors des filets, les personnes qui prennent des études plus tard qu'à 26 ans, des personnes aussi qui ont trop d'interruptions. Et une des caractéristiques des femmes qui ont des enfants pendant leurs études, c'est souvent qu'il y a des interruptions voulues, non voulues, qui n'empêchent pas ensuite de réussir, mais je pense que du coup, il y a potentiellement des personnes qui perdent leur droit aux bourses. Voilà. Mais elles reviennent en fait. Quand on est en reprise d'études, on peut avoir la bourse, mais ça ne sera pas la bourse, ça sera l'aide, on l'appelle ASA. Ouais. Et en fait, il faut voir l'assistante sociale pour une reprise d'études. Donc, ce n'est pas impossible. Après, si elles ont perdu le droit à bourse, c'est parce qu'en fait, dès le départ, elles ont épuisé leur droit à bourse. Mais ce n'est pas lié au fait qu'elles aient interrompu leurs études pour élever leur enfant, par exemple. Il me semblait qu'il y avait un nombre maximal, par exemple, d'années en licence. Oui, en fait, on ne peut pas. En fait, il y a en licence, en fait, dans une année, un étudiant a 7 droits à bourse. C'est-à-dire qu'il a 5 droits pour le cursus licence. C'est-à-dire qu'il peut, donc 5 pour le cursus licence
et 2 pour le cursus master. Pour le cursus licence, en fait, il ne peut pas tripler la première année. Il peut redoubler la première année, mais il ne peut pas la tripler. Et après, il ne pourra pas non plus, s'il a redoublé sa deuxième année, sa première année, il ne pourra pas non plus redoubler, il ne pourra pas redoubler sa deuxième année, en fait. Parce qu'il faut vraiment qu'on lui donne, il faut qu'il garde quand même 2 droits pour sa L3, par exemple. Et après, les 2 autres droits, c'est pour le master. Ouais, mais c'est des pistes hyper intéressantes et je pense notamment pour des associations qui voudraient agir. C'est bon. Il y a toujours des biais dans les statistiques, et je pense qu'il y a des personnes du coup qu'on perd, mais d'autres personnes qui effectivement peut-être seraient plus présentes. Et en tout cas, si ça peut quantifier des besoins, ça c'est sûr que on l'a vu, hein, en commençant par quantifier des besoins, on se rend bien compte qu'en fait, il faut les prendre en charge. Donc merci beaucoup pour ces pistes. J'espère que ça pourra se faire. Oui. Tu fais des nœuds? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Non? Bah, écoutez, on va peut-être conclure là, si toi, tu as fait le tour de ce que tu voulais évoquer. Si, moi, en fait, si, je suis désolée, j'ai une question. J'ai une question. Parce qu'en fait, finalement, dans ton exposé et puis dans la discussion, on a beaucoup parlé en fait, des étudiants parents, mais finalement en couple. Et tu as évoqué que effectivement, l'annonce d'une grossesse, bon, ça a posé de manière générale un peu problème à la famille. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des mobilisations? Est-ce que tu as vu passer des choses sur des cas de femmes seules, mais vraiment seules, quoi? C'est-à-dire, elles n'ont pas de conjoint, leur famille leur a fait comprendre qu'elles faisaient un très très mauvais choix. Et donc, du coup, ils sont dans des situations aussi matérielles, sociales très complexes. Est-ce que c'est des choses que tu as vu passer de la part des syndicats, dans les tracts, tu vois, sur tes 3 périodes là, d'études ou pas? Merci pour cette dernière question. Alors, j'ai pas vu de mobilisation là-dessus. Des fois, sur les réseaux sociaux, j'ai vu, par exemple, je me souviens d'une femme qui disait que elle était au départ au chômage, oui, au RSA, elle avait un enfant, elle était seule. Elle a repris des études et en fait, à partir de là, on a refusé qu'elle continue à toucher le RSA. Et en fait, j'ai appris à cette occasion qu'en fait, le RSA, il y avait une partie des critères qui étaient régionalisés ou départementalisés, je ne sais plus, je crois que c'est la région. Et que dans sa région à elle, en fait, les études n'étaient pas considérées comme remplissant les critères, quoi. Donc, voilà, des cas un peu individuels, mais qui ne mènent pas particulièrement à des mobilisations, alors que sûrement, il y a pas mal de personnes qui sont confrontées à ce genre de choses. Mais à mon avis, je sais pas, quand il y a un problème au travail, on peut aller voir des syndicats. Quand on a un problème face au RSA, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'interlocuteur qui pourrait centraliser tout ça. Moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient des femmes qui étaient seules, sans conjoint et assez éloignées de leur famille. J'avais l'impression que l'éloignement de la famille résultait plus d'un ensemble de facteurs que juste du fait d'avoir un enfant. Voilà, sûrement des violences, même si elles n'étaient pas forcément dites, ou en tout cas une ascension sociale par les études, un éloignement, enfin une volonté quoi, de prendre de la distance par rapport aux parents. Là, je vais juste dire des impressions qui me restent d'entretien, mais ce n'est pas un vrai travail fouillé. Il faudrait que j'aille vraiment voir ce qui se passe. Sur le plan matériel, c'est notamment pour les femmes qui sont jeunes. Donc, le RSA, normalement, c'est à partir de 26 ans, mais on peut le recevoir plus tôt si on a certaines conditions qui sont remplies. Et l'une d'entre elles, c'est d'avoir un enfant. C'est donc, en fait, c'est l'API, l'allocation parents isolés, qui est devenue le RSA parents isolés, qui s'élève à 983 €, je crois. Et il y en a pas mal qui le perçoivent.
les stores se ferment tout seuls. Donc, il y en a pas mal qui le perçoivent. Donc, en fait, sur le plan matériel, elles avaient l'air de dire que finalement, avoir un enfant, presque, ça permettait de vivre. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais du coup, elles avaient le droit à cette allocation-là. Et en termes de... J'avais l'impression que c'était des personnes qui, en tout cas, tant que leur enfant avait moins de 3 ans, qu'ils avaient le droit à ces revenus, s'en sortaient bien. Alors, bien, sur le plan matériel, c'est-à-dire, elles n'étaient pas dans une misère totale, mais ça pouvait être quand même compliqué, hein. Et puis, sur le plan de l'articulation, en fait, c'est surtout ça qui est compliqué. C'est-à-dire vraiment la prise en charge de tout. Ça, c'est sûr que le fait de devoir s'occuper de l'enfant, de prévoir quand il est malade, de pouvoir être là à tous les cours, de pouvoir être là aux examens, de pouvoir travailler après, une fois que l'enfant est couché, de jamais pouvoir se reposer, etc. Les femmes qui sont seules, mais qui ont des parents qui sont un peu là, elles peuvent faire un week-end, une semaine chez les parents. Celles qui n'ont pas de famille proche, par exemple, des fois, c'est pas juste isolé, elles ont des contacts et tout, mais en fait, elles habitent loin. Les parents sont en activité, ils ne peuvent pas se déplacer. Et ça, c'est vraiment ce qui était compliqué pour elles. C'est ce qui ressortait. Ouais. Une grande fatigue morale, l'impression qu'elles ne vont pas réussir, une fatigue physique énorme. Et je pense que c'est important à prendre en compte. Voilà. Oui, l'isolement, ouais. Oui, c'est sûr que ça n'aide pas à s'organiser et à mettre en place des associations. Les femmes que j'avais rencontrées qui mettent en place des associations ont un conjoint quand même, hein. Ça ne veut pas dire qu'il fait beaucoup, mais je pense que ça permet un petit peu de souffler de temps en temps. Juste, désolée, juste une question, enfin une dernière question. Qu'est-ce que tu comptes à faire après? C'est-à-dire, est-ce que tu as un projet, enfin, je ne sais pas, un postdoc, là, je vois vos échanges avec Axel, ça pourrait être un postdoc avec les Crous, même Necnous, enfin, voilà. Enfin, est-ce que tu es en train enfin, vous êtes en train, désolé, je tutoie comme ça. Est-ce que vous êtes en train d'y penser au cours de vos travaux? Enfin, voilà, c'est de donner des perspectives et des suites, bien évidemment, parce qu'on a hâte de poursuivre. Voilà. Merci, merci. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup. Ben, merci pour la question. J'avais oublié, effectivement. Alors, donc, mes 3 dernières années, j'ai été à terre, donc j'ai fini ma thèse, donné des cours et essayé de valoriser et c'était déjà énorme. Donc voilà, actuellement, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce sur quoi porte ma thèse aussi, c'est-à-dire les questions de rapport d'âge. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser une domination via l'âge et pas enfin, qui est liée à des questions de classe, de race, de genre, enfin de domination systémique, mais qui est aussi de l'ordre de quelle place on donne aux enfants et en quoi est-ce que être jeune, c'est continuer à être traité comme un enfant, infantilisé et enfin des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu mon absolu. Après, sinon, j'aimerais bien continuer là-dessus, mais j'ai du mal à avoir des perspectives de financement. Et puis, bon, j'avais aussi envie d'agrandir un peu mes horizons et de voir d'autres choses après 6 ans, 7 ans à travailler là-dessus. Donc voilà. Donc pour l'instant, ce n'est pas très construit, mais j'essaye. Et en tout cas, on retrouvera cette question de l'âge dans ce que je fais dans tous les cas. Mais merci d'abord à Aden hein, de cette passionnante introduction à un sujet qu'il découvre au sens, qu'il invente quasiment au sens du découvreur ou de l'inventeur de trésors. Et donc, c'est l'inventeur d'un chantier qu'il y a effectivement à poursuivre. Et donc, d'ailleurs, c'est un appel à toutes celles et à tous ceux qui peuvent apporter des éléments, des études,
pour qu'on puisse continuer à travailler sur cette question qui, on l'a vu, touche à la fois des dimensions sociologiques, historiques, anthropologiques. C'est effectivement, je suis sensible à la dimension de l'âge, qu'est-ce que la jeunesse, l'âge, etc., etc. Bien, en tout cas, merci d'être venu. Comme d'habitude, ce séminaire sera sur YouTube dans les 2 à 3 semaines qui viennent. Le temps de faire le montage, de le mettre en ligne. Et donc, je vous donne, ainsi que toute l'équipe, rendez-vous le 21 avril, même lieu et sur Zoom. Ça sera indiqué sur l'agenda du site du GERME par les tweets et divers moyens de communication que nous utilisons. Voilà, sur l'UNEF, les étudiants et la fin de la guerre d'Algérie. Eh bien, merci à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.